Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre accueil. Quel plaisir de vous voir. Parce que vous savez, la télé, c'est sympa. Je sais que le magazine de la santé a du succès, mais on ne voit pas les téléspectateurs par définition. On voit que des caméras. Et vous voir en vrai, en chair et en os, ça me fait plaisir. Le magazine de la santé, ça vous dit quelque chose ? Attendez, je voudrais que la soirée se passe bien. Si on peut allumer un petit peu tout le plateau, je vais juste reposer la question. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le magazine de la santé ? Oui. Eh ben voilà, c'est quand même pas très compliqué. Voilà, le magazine de la santé, cette émission que je présente avec Marina Carambeu depuis quelques années. Oui, oh. Vous sifflez qui, Marina ou Adriana, là? Attention. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Hein. J'ai beaucoup de chance parce que avec Marina, ça fait, on en est à la 18e saison du magazine de la santé. On s'entend toujours super bien. Et avec Adriana, comment dire ? Bon, certes, depuis que je présente les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana, je suis fâché avec tous mes copains. Voilà. Ils m'en veulent beaucoup. Il n'y a pas que mes copains, d'ailleurs, ma femme, ça n'a pas été facile au début non plus, mais si vous voulez, ça se passe très très bien aussi, et j'espère que ça va continuer longtemps. Alors, je vous disais que ça me faisait plaisir de vous voir, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas voir les gens à qui on parle. On a 1 million de téléspectateurs tous les jours dans le magazine de la santé, mais je vous l'ai dit, on ne les voit pas, on ne les sent pas, on ne les entend pas. Et donc, je suis content de voir que ce sont des êtres humains qui regardent cette émission. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de faire ce Tour de France, parce que cet arrêt ce soir, cette conférence à Annecy fait partie d'un Tour de France qu'on a entamé il y a à peu près 2 ans. On en est à la 24e ville ce soir, avec toujours le même succès. Le but était de venir vous parler directement de santé avec différents thèmes. Et vous savez que ce soir, nous allons parler d'activité physique. Vous allez voir pourquoi on va vous parler d'activité physique. Parce qu'en France, c'est un véritable drame de ce côté-là. Alors, ces conférences, vous l'avez sans doute remarqué, du moins je l'espère, sont gratuites. Si quelqu'un vous a demandé de payer un ticket d'entrée, vous me le dites tout de suite, parce que là, on appelle la police. Parce que tout est gratuit, tout est ouvert à tout le monde. Et si c'est ouvert à tout le monde, eh bien, c'est parce que nous avons la chance d'avoir des partenaires. Alain Afflelou, je crois qu'il y a des gens qui sont de chez Alain Afflelou. Vous êtes là? Non, ce soir? Ou ils ne sont pas là? Ils sont là? Ils ne veulent pas lever la main? Vous êtes là? Ah ben voilà, voilà. Et puis on a des partenaires médias, on a le Dauphiné libéré, puisque vous avez sûrement vu, si vous lisez le Dauphiné, des articles pour annoncer cette conférence. Et nous avons également France Bleu Haute-Savoie qui a relayé le message, et notre partenaire Télé Loisirs. Et puis je voudrais remercier Annecy Le Vieux de nous accueillir ce soir dans cette salle. Alors, je ne vais pas la faire tout seul, cette conférence, parce que comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs chaises avec moi. Je voudrais quand même vous dresser un petit état des lieux pour commencer et vous montrer ce que les gens, les Français, donc vous, déclarent quand il s'agit de parler d'activité physique. J'insiste sur le terme activité physique, parce que ce soir, il n'est pas question de vous demander, en sortant, d'aller vous acheter la meilleure paire de chaussures à 300 €, de vous inscrire dans le plus grand club de gym d'Annecy à 600 ou 700 € l'année, et puis de vous mettre à faire du sport de haut niveau. Ce n'est pas ça du tout. On va parler d'activité physique. Alors, si vous avez envie de passer de l'activité physique au sport, ou que si vous faites du sport, on ne va pas vous engueuler, mais on va bien parler d'activité physique. Il faut bien que ce soit clair. Regardez. Plus de 28 millions de Français de 15 ans et plus déclarent pratiquer une activité physique au moins une fois par semaine. C'est pas mal, hein? Un Français sur 3 quand même. Un individu sédentaire qui passe à un statut d'actif peut gagner entre 1 an et demi à plus de 3 ans et demi d'espérance de vie en plus, et ce, on le verra tout à l'heure, quel que soit l'âge auquel on commence à se bouger. Alors ça, c'est du déclaratif, comme on dit. C'est-à-dire que vous demandez aux gens dans la rue, alors, on se bouge? Bah, bon monsieur, bien sûr que je me bouge. Alors, on va vous montrer la réalité maintenant.
75% des Français font moins de 10 000 pas par jour, on y reviendra. 41% des adolescents, aucune activité physique. Les 18-24 ans marchent moins que les autres actifs. Et au total, on considère que les 2/3 des Français sont sédentaires. La sédentarité, c'est pas on fait pas beaucoup de choses, c'est on fait rien. Vous voyez? On passe du fauteuil au canapé, du canapé à l'ascenseur, de l'ascenseur à l'escalier mécanique, et on ne bouge pas. Les 2/3 des Français sont sédentaires. Et pourquoi ils sont sédentaires? Ben vous allez voir. Alors on a toutes les raisons possibles pour éviter de se bouger. On dit, alors 60% des non-sportifs disent ouh là là, je ne sais pas comment je vais faire, comment il faut reprendre ça, je ne sais pas si c'est pas dangereux. Quand on a plus de 55 ans, là on se dit ouh là là, mais si je commence à faire une activité physique ou à marcher un peu trop vite, je risque l'infarctus. Enfin bref, l'activité physique fait peur. Et c'est justement ce qu'on va essayer de vous expliquer ce soir, c'est que non seulement ça ne doit pas faire peur, mais qu'en plus, ça va vous permettre d'améliorer votre santé et d'augmenter votre espérance de vie. Et je vais demander à nos 3 orateurs de me rejoindre ici sur le plateau, le docteur Bernard Deschamps, le docteur Daniel Heiligenstein, et vous pouvez passer par là, messieurs. Et ils sont, le premier, Bernard Deschamps, est médecin généraliste, spécialiste de médecine et de biologie du sport. Non, c'est par là, messieurs. Là, si vous allez dans les coulisses, je ne vous verrai pas de la soirée. Là, c'est par là. Voilà. Ça part pas bien, hein. Bonjour. Venez, oui, oui. Et docteur Daniel Heiligenstein est cardiologue aux hôpitaux du Léman et membre du Club Mont-Blanc Cœur et Sport. Et vous le voyez inscrit là-haut. Vous en connaissez un qui me fait souffrir régulièrement, hein? Mais il me fait vraiment souffrir parce que j'ai l'impression de sourire là dans les trucs. Je ne parle même pas du jour où il m'a donné un coup de poing dans les machines, mais il me fait souffrir. Hein? Comment il s'appelle déjà? Nordinatab, qui est avec nous ici sous vos applaudissements. Alors, messieurs, déjà je voudrais qu'on fasse le point sur un petit mot sur cette diapo qu'on a vue tout à l'heure, entre les gens disent que finalement ils se bougent, et puis que quand on fait des vraies enquêtes et qu'on sort du déclaratif, on s'aperçoit que les 2/3 des Français sont sédentaires. Est-ce que c'est dû quoi? C'est dû à une perception de ce que devrait être l'activité physique, ou les gens nous mentent simplement dans les enquêtes? Allez-y, parce que si vous regardez tout le temps, on va... Oui, c'était sûrement une perception, oui. Mais je pense que la société évolue quand même vers une forme de sédentarité. On a quand même de moins en moins de moyens Les gens n'ont peut-être plus envie. Je suis surpris par les 18-24 ans, parce que dans les enquêtes, c'est ceux qui sont, en théorie, j'ai fait un peu clic sur Internet, qui ont plus envie de bouger. Et je suis un peu surpris de... envie, c'est une chose. Oui, envie, oui. Ouais. Mais après, entre 18 et 24 ans, est-ce qu'il manque des moyens d'aller jusqu'à l'acte, on va dire? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la société est en train de devenir quand même... Et puis entre 18... Alors le problème, c'est qu'entre 18 et 24 ans, pour ceux qui ont la chance de faire des études, on est sous une pression incroyable. Il y a des concours, des examens, un boulot incroyable. Enfin, on le voit en médecine notamment, parce que pour faire du sport entre 18 et 24 ans, quand on fait des études de médecine, il faut être volontaire quand même. C'est le cas ici en Haute-Savoie. C'est bien sûr la montagne qui attire, et on voit nos jeunes vers 10-15 ans suivent volontiers leurs parents pour grimper, et puis ils s'arrêtent effectivement quand les études sont un peu plus prenantes, et ils reprennent vers 30 ans quand ils sont un peu plus établis. Et c'est sûr qu'il y a une période un petit peu difficile pour les ados au niveau du sport. Alors on va essayer de définir ce qu'est une activité physique, parce que activité physique, si je fais ça, je suis en pleine activité physique. On va voir quelle est sa définition. Par exemple, rendez-vous à pied, ce que vous faites dans la journée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au lieu de prendre l'ascenseur, l'escalier, vous voyez un certain nombre de choses qui sont très très simples à faire. Là aussi, il faut qu'on soit assez précis quand on demande aux gens de faire une activité physique. On dit, alors, je voudrais qu'on revienne sur ces histoires de 10 000 pas par jour. Alors, vous allez me dire, je ne vais pas commencer à compter tous les pas. Comment ?
on estime le pas, 30 ou 50 cm. Moi, ça m'a paru énorme, ça fait 5 km par jour. Oui, Qui fait 5 km par jour? tout à fait. Alors, les 10 000 pas paraissent beaucoup, puis je reviens sur le fait qu'on peut pas les compter, on ne va pas passer sa journée à compter les pas qu'on fait. En fait, c'est un chiffre qui est arrivé comme ça, d'un part. Alors, ça fait des années qu'il y a un Japonais qui a lancé ce chiffre, qui a repris partout, comme si c'était scientifiquement prouvé, alors que, d'après ce que j'ai entendu dire ou lu, si on arrive à faire 6 000 pas par jour, on est déjà dans une bonne activité physique. Oui. Et il se trouve que j'ai fait l'essai depuis un mois. Ouais. Au retour d'un congrès de cardiologie aux États-Unis, les organisateurs avaient établi un walking challenge pour tous les participants à ce congrès, pour les inciter un petit peu à marcher. Parce que si vous allez même dans les congrès de cardiologie ou de médecine du sport, vous avez l'escalator à gauche, l'escalier à droite, et vous voyez la queue devant l'escalator et une ou deux personnes qui s'aventurent sur l'escalier. Alors pour inciter un peu les gens à bouger, ils ont proposé des podomètres comme ça qu'on met au niveau Du bras, du bras. poignet. Et il se trouve qu'effectivement, pour faire 10 000 pas, il faut faire le congrès, mais en même temps, au moins une demi-heure de footing assez rapide en plus. Donc 10 000 pas, ça me paraît un C'est peu beaucoup. Vraiment exagéré. Alors 6 000, ça 6 000, paraît... 5 000, 6 000, ça paraît beaucoup plus raisonnable. Alors, justement, pour savoir si vous faites ces 5 000 ou 6 000 pas par jour, il y a des appareils connectés qui sont des podomètres, mais alors, franchement, aujourd'hui, ça coûte pas cher. Hein, vous trouvez, Nordine, des podomètres très simples, on peut en avoir. Combien? 15 euros, il y en a, 12 euros, 19 euros. Dans les grandes surfaces de Dans les sport. grandes surfaces de sport, ouais, GoSport, Decathlon. Et c'est pas compliqué à mettre en Non, route? du tout. Ben, justement, le docteur parlait d'une certaine grandeur de foulée. L'idée, justement, c'est de pouvoir mettre sa taille, de le tester, étant donné qu'il peut avoir sur certains un retour GPS qui va permettre de déterminer au plus juste après la grandeur du pas de la personne. Alors ça, c'est un cadeau. Je peux vous assurer que ça va être... De toute façon, tous les objets connectés concernant la santé vont être le cadeau de Noël cette année. Et franchement, si vous voulez faire un cadeau sympa, vous faites ça. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un objet connecté? Pourquoi c'est intéressant d'avoir un podomètre? Parce qu'on est tous des enfants. Parce qu'on a tous besoin d'un challenge, d'un défi, d'une récompense, même si elle est que de l'autosatisfaction. Et que si vous marchez dans la journée, vous avez décidé en sortant d'ici, parce que vous êtes convaincu par tout ce qu'on va vous dire ce soir, qu'il faut vous bouger, et que vous regardez votre podomètre le matin en partant, qui vous l'avez mis à 0, et qu'à la fin de la journée, vous vous apercevez que vous vous êtes donné un objectif qui est de 6 000 pas, parce que c'est ce qu'on vous conseille, et vous arrivez chez vous, en bas de chez vous, vous êtes à 5 500. Merde, j'ai pas fait les 6 000 dis donc aujourd'hui. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez peut-être descendre une station de métro, une station, pas de métro ici, mais une station de bus un peu avant. Vous allez peut-être faire le tour du pâté de maison. Vous allez marcher un peu plus. Vous allez vous dire, il faut absolument que je fasse mes 6 000 pas. Et puis demain, il faudra que j'en fasse 6 500 ou 7 000. Et donc, ce côté ludique de l'effort est essentiel pour vous donner envie de bouger. Et encore une fois, quel que soit son âge, hein, les enfants, ils ont besoin d'être récompensés. Et ben nous aussi. Oui, Nordine. Ah, justement, c'est ce qui est intéressant, tu viens de le dire, pour sensibiliser aussi les enfants. On peut créer un réseau, que ce soit en famille, mais aussi entre amis. Et Michel l'a bien expliqué par ce système de compétition. Ça va permettre, que ce soit avec son enfant, avec un ami, de pouvoir voir le nombre de pas qu'a fait le collègue et éventuellement, chaque jour, de se dire, tiens, demain, je vais essayer de le dépasser, puis lui montrer que je suis capable aussi de moi me bouger. Parce que très vite, on arrive vers la sédentarité. Avec Michel, aujourd'hui, on est venu en train. Avant, on a fait un petit peu de voiture. Aujourd'hui, ma montre est réglée sur 12 000 pas par jour. Aujourd'hui, j'en ai fait 6 000. Alors qu'habituellement, je réussis à atteindre les 10 000 ou 12 000, mais parce que je bouge beaucoup. Voilà. Mais aujourd'hui, juste en restant dans le train et dans la voiture, automatiquement, ça m'a baissé ma charge de pas de la moitié. Donc très vite, la montre va me permettre, moi, de me solliciter, de me dire, tiens, bouge-toi Nordine, il faut que tu sortes un petit peu, que tu fasses un tour de pâté de maison. Alors c'est marrant ce que vous disiez sur les cardiologues du sport, ou les cardiologues qui, théoriquement, parce qu'on va en parler là dans quelques instants, des effets du sport ou de l'activité physique sur le cœur, donc vous devriez être quand même très concerné par l'activité physique, et même dans les congrès, vous voyez que tous les cardiologues du sport se mettent à prendre des escaliers mécaniques. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu une enquête qui avait été faite dans des toilettes
d'un congrès de médecins spécialisés dans les maladies infectieuses, des gens qui sont quand même assez concernés par le lavage des mains, hein. Il y en avait 2 sur 3 qui sortaient les toilettes sans s'être lavé les mains, parmi les médecins. Donc, hein, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, on dit aussi 30 minutes de marche un peu rapide, plus rapide que la marche habituelle par jour. On peut considérer que c'est aussi... Oui, c'est les recommandations mondiales de l'OMS, reprises après par tous les pays. Hein. Alors, le problème, c'est de savoir ce que c'est que la marche rapide, quoi. On va demander à Nordine de nous faire une petite démonstration. Tu fais pas comme d'habitude, tu cours pas parce que les gens vont jamais te croire. Donc, montre-nous une marche normale. Après, ça dépendra de la personne aussi, de son âge aussi, puis sa capacité à marcher. Mais grosso modo, on pourra dire que les personnes vont aller de 3 à 5 km/h. 5 km/h, c'est déjà une marche rapide, mais marche normale. Donc ici, là, voilà, je vais être à 4 km/h. Par contre, passer à un autre rythme, on va passer par exemple entre 5 et 7. Tout de suite, il va falloir que j'utilise mes bras et je vais chercher un petit peu plus devant. Et là, automatiquement, moi, ça va me permettre d'avoir une foulée un petit peu plus conséquente et puis surtout d'augmenter ma condition, d'augmenter mes pulsations cardiaques et puis ma respiration. Par contre, vous n'allez peut-être pas pouvoir tenir ce rythme sur 10 minutes ou sur 20 minutes. Donc ce qu'il faut, c'est alterner des périodes un petit peu plus calmes, par exemple 3 minutes, et puis 1 minute durant laquelle je vais aller marcher un petit peu plus vite. Et là, vous allez pouvoir augmenter votre volume de séance. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est vraiment ce volume-là, pouvoir aller sur 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure. Ça ne m'intéresse pas, en tout cas, ça ne sera pas intéressant pour vous, la séance ne sera pas optimale si vous restez juste sur une séance de 5 minutes parce qu'après vous êtes trop fatigué sous prétexte que vous ne pouvez plus maintenir une certaine vitesse. Partez sur des petites séquences et puis progressivement vous allez augmenter les jauges durant laquelle vous allez augmenter votre vitesse et baisser l'autre jauge durant laquelle vous allez avoir un rythme un petit peu plus lent. Et là vous allez progresser. Alors, est-ce qu'il faut avoir un avis médical systématique, docteur Deschamps, avant de reprendre l'activité physique? Est-ce qu'en fonction de l'âge, en fonction de ses antécédents, si on a fait de l'activité physique, là, il y a 2 cas de figure. On a fait du sport dans sa vie, on s'est arrêté un petit peu, parce que, plus d'envie, des problèmes familiaux, des problèmes de boulot, tout ce qu'on veut. On veut recommencer, on a, je vais dire, 55, 60, 65 ans. Il faut aller voir le médecin avant ? Moi, je pense, oui. Je pense qu'en cas d'arrêt prolongé de l'activité physique, je pense qu'il est bien de faire le point avant de rattaquer une activité, même si ce n'est pas un sport, c'est-à-dire dans un club, avec des contraintes, même une activité physique... tu as dit la marche indépendante, la marche nordique en ce moment, qui est quand même en train de bien prendre au niveau France. D'ailleurs, dans un dit règle d'or, j'anticipe pas, mais les cardio du sport, on préconise cette fameuse visite avant de refaire de l'activité. Et qu'est-ce qu'elle va important. On va y faire quoi dans cette visite? Parce que, il y a le problème, c'est le cœur, hein, essentiellement, qu'on va tester. Vous y faites quoi? Vous faites un électrocardiogramme Il y a d'abord l'élément primordial, c'est l'étude des facteurs de risque, le contexte, hein, savoir s'il y a des antécédents familiaux, de maladies cardiaques, etc. C'est très très important. Et puis après, l'âge, les facteurs de risque, donc le tabac, bien qu'on apprenne que c'est pas un facteur de risque très important. On l'a appris, je sais pas, il fait référence au... Je sais pas, vous l'avez vu, la députée, là, cette semaine, là, qui est venue chez nous dans le magazine de la santé, à qui j'ai demandé son avis sur l'amendement qui avait été voté, qui gelait le prix du paquet de cigarettes. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, et elle m'a répondu écoutez, je suis un peu embêté pour vous répondre, parce que franchement, j'ai toujours été très sceptique sur les rapports entre le tabac et les effets sur la santé. Député, vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qu'on élit pour nous représenter quand même. Vous voyez, ça fait peur. Voilà. Donc le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie et donc la sédentarité aussi, de savoir quelle était l'activité du patient auparavant. Donc ça, c'est des éléments importants. Et ensuite, donc, c'est l'examen clinique avec la mesure de la pression artérielle, le poids, qui est un élément important. Ensuite, l'électrocardiogramme de base qui doit être toujours fait, mais qui renseigne relativement peu. Et puis après se pose la question de l'épreuve d'effort, dont les indications doivent être assez larges si on veut faire un sport un petit peu plus important. Ouais. Mais effectivement, si c'est simplement reprise de la marche, lutte contre la sédentarité, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ces épreuves d'effort. On n'a pas besoin de faire des explorations très très compliquées.
D'accord. Alors, vous allez voir sur l'écran tout ce que l'activité physique apporte à la santé et qu'on va détailler bien évidemment. Vous le voyez, le cœur, la respiration, le squelette, la masse musculaire, et on parlera du contrôle du poids, et puis maintenir et améliorer ses réflexes, et ce qu'on sait moins, le cerveau et le moral. Mais tout ça vous paraît évident, mais ce n'est pas tout. Et l'activité physique, eh bien, regardez ce que ça permet. Ça permet de diminuer jusqu'à 39% le risque de développer un cancer du sein, 26% un cancer du côlon ou du rectum, 25% le risque d'une attaque cérébrale, un accident vasculaire cérébral, et de 34% le risque de mortalité. Pour vous dire que, pour confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un vrai drame, les 2/3 de Français sédentaires. C'est un énorme problème de santé publique, et heureusement, on commence à en prendre conscience, les autorités commencent à en prendre conscience, les municipalités commencent à se dire qu'il faudrait quand même aider les administrés à pouvoir faire une activité physique en installant des salles, des portiques, des choses accessibles. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses, à tel point qu'on se demande s'il ne faudrait pas prescrire l'activité physique sur ordonnance. Ça se fait à Strasbourg, ils ont été la première ville à lancer ça. Le médecin vous prescrit ça sur une ordonnance, vous allez ensuite dans un centre agréé par la municipalité, vous voyez un spécialiste qui va ensuite, ou quelqu'un qui s'occupe des activités sportives, qui va ensuite vous orienter vers le vélo, vers une piscine, etc., mais avec des choses très précises. Il faut faire ça ? Ça a été fait effectivement à Strasbourg, j'ai essayé de regarder sur Internet, je n'ai pas eu les résultats. C'était sur l'année 2013, parce que la convention avait été signée en fin 2012. Les gens, il y avait 50 généralistes qui étaient concernés sur Strasbourg. Les gens arrivaient au cabinet. On peut dire oui, il y a une prescription de sport sur ordonnance en les envoyant vers des éducateurs sportifs de la ville notamment. Les sports concernés, il y avait de l'aviron à Strasbourg, de la marche, des sports plutôt d'endurance, mais je n'ai pas les résultats. J'ai eu les résultats sur 2013-2016, donc 2014, c'est un peu surpris, on est encore pas en 2016. Il y a une histoire de santé pour les gens, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a une histoire de coût pour la sécurité sociale, pour la caisse primaire. Un coût, oui et non. Moins de médicaments prescrits, moins de... Voilà, donc c'était intéressant aussi. Quand vous avez moins de cancer du sein, moins de cancer du côlon, moins d'accident vasculaire cérébral et moins de diabète, et que vous faites la somme entre ce que vous coûte l'activité sportive sur ordonnance et le coût des maladies, la balance est largement en faveur de la prévention quand même. Dans le domaine de l'hypertension artérielle ou du diabète, ça vaut un médicament. Si on a une activité physique bien régulière, ça permet de baisser la consommation de médicaments, de réguler par exemple sa tension artérielle. On va parler justement du cœur et des vaisseaux maintenant. Et je vous propose de regarder, pour vous remémorer un petit peu, parce que comme vous êtes de fervents téléspectateurs du magazine de la santé, je pense que vous en savez autant que nous sur l'anatomie et la physiologie, mais c'est pas mauvais de se rappeler un petit peu comment fonctionne le cœur. Le cœur est la pompe qui envoie le sang à tout le corps par l'intermédiaire de vaisseaux. Il est situé dans la poitrine, entre les deux poumons et à la taille d'un poing. Il a 4 cavités, l'oreillette droite, le ventricule droit, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Vous voyez également l'artère pulmonaire, l'aorte et les veines pulmonaires. Regardez bien maintenant sur la paroi du cœur tous ces petits vaisseaux. Ce sont les coronaires. Ces artères apportent l'oxygène aux parois du cœur et ce sont elles qui sont atteintes en cas d'infarctus. Allons voir d'ailleurs d'un peu plus près à quoi ressemble un infarctus. Nous voici à l'intérieur d'une coronaire et une plaque de cholestérol en jaune s'est détachée de la paroi. Ce caillot va boucher l'artère et bloquer la circulation sanguine. Vous voyez les globules rouges et le sang s'accumuler. C'est ce que l'on appelle une thrombose. Vu de l'extérieur, voici maintenant la coronaire avec la thrombose en jaune. Elle n'apporte plus de sang à toute une partie du cœur. Celle-ci noircit, se nécrose, c'est un infarctus du myocarde. La personne souffre alors d'une violente douleur dans la poitrine du côté gauche, souvent jusque dans le bras, accompagnée de sueur. Le cœur se met à battre de manière anarchique et angoissante.
Puis il s'arrête, le patient perd alors connaissance. Alors voilà, l'idée, c'est pas de vous affoler hein, avec cette description de l'infarctus, mais vous allez voir s'afficher les maladies cardiovasculaires à l'écran. L'idée, elle est de vous montrer que quand vous travaillez votre cœur, quand vous travaillez par l'activité physique, eh bien, vous pouvez éviter ces accidents. Vous avez vu tout à l'heure les chiffres des problèmes cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? Voilà, regardez juste là aussi un état des lieux, le nombre de décès par infarctus, les accidents vasculaires cérébraux. Donc là aussi, c'est un problème énorme. Et bien évidemment, l'activité physique va avoir un impact considérable sur le fonctionnement de ce cœur. Vous avez vu dans la vidéo que se forme une plaque qui va finir par boucher les artères coronaires quand ça se passe dans le cœur, mais les artères du cerveau quand c'est un accident vasculaire cérébral. Alors vous allez voir une petite coupe d'une artère pour bien comprendre. En haut, vous avez une coupe d'une artère qui est tout à fait normale. Tout ce qui est en rouge au milieu, les petites pastilles, ce sont des globules rouges qui circulent parfaitement dans le sens de la flèche. Au fil des ans, des plaques vont commencer à se former. C'est ce que vous voyez en jaune sur le schéma du milieu. Et vous comprenez bien qu'il y a un ralentissement de la circulation sanguine parce que ça bouchonne. Hein. C'est comme avant les ronds-points qui vous emmènent à la Clusaz. Vous voyez, il paraît qu'avant ça roulait bien, maintenant ça bouchonne tout le temps, depuis qu'il y a les ronds-points. Et parfois sur le rond-point, il y a un bouchon. Hein. Il suffit qu'il y ait un petit accident sur le rond-point. Vous ne pouvez plus y aller à la Clusaz. Hein. Et bien voilà ce qui se passe en bas, avec un caillot qui va se former aussi sur cette plaque d'athérome. Alors justement, monsieur le cardiologue, les effets de l'activité physique sur cette accumulation de cholestérol et ces plaques d'athérome. Alors donc l'activité physique va jouer à la fois directement sur le cœur, avec un cœur un petit peu plus tonique, plus lent. Ça va modifier aussi la circulation sanguine par la baisse de la pression artérielle et donc les facteurs de risque, diminuer le taux de cholestérol en faisant baisser le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol, hein, le LDL cholestérol, l'HDL cholestérol. Ça joue sur le diabète. Donc tous les éléments, il y a à la fois un effet direct et un effet indirect par la lutte contre les facteurs de risque. Et quand on a parce qu'on a tous, qu'on fasse du sport ou pas, au bout d'un moment, on a tous quelques plaques. On a tous quelques plaques. Le tout, c'est qu'elles ne soient pas trop grosses. Est-ce que l'activité physique ou le sport vont permettre de réduire ces plaques si on en a déjà? C'est difficile, hein, parce que même les traitements anti-cholestérol les plus puissants ont du mal. Il faut vraiment que la plaque soit vraiment récente, fraîche, mais quand elle devient un peu fibreuse, calcifiée, dans ce cas-là, on n'a pas de régression. Mais le schéma est intéressant. On a parlé tout à l'heure de l'épreuve d'effort. Vous voyez, si on fait une épreuve d'effort au patient qui a cette artère là, avec une plaque significative, donc il n'aura aucun symptôme au repos, mais lorsqu'il va faire un effort, le débit ne pourra pas augmenter du fait de ce rétrécissement. Et donc, dans ce cas-là, le test d'effort sera positif et on pourra faire beaucoup de choses pour lui, une coronarographie et dilater. Mais des fois, les plaques peuvent être beaucoup moins importantes et donc le test d'effort négatif parce que le débit, même à l'effort, va être important. Or, cette plaque reste dangereuse parce qu'elle peut se fissurer et du coup, donc, entraîner une thrombose. Parce que dans le sang, il y a des plaquettes, il y a des facteurs de coagulation qui voient une fissure au niveau de l'artère, ils croient que l'artère est ouverte, et il va se former un clou plaquettaire et puis un thrombus qui va boucher complètement l'artère. Ouais. Ce qui peut expliquer qu'on peut faire un effort, monter le Mont Blanc dans la journée, et puis dans la nuit qui suit, faire un infarctus par cette rupture de plaque. Et ça, c'est le grand challenge de la cardiologie moderne, d'essayer de déterminer quelles plaques vont être dangereuses. Faire une rupture de plaque après avoir monté le Mont Blanc, c'est pas de chance. Hein. Ouais. Hein, on accumule les problèmes quand même. Hein. Voilà, voilà. Nordine, je voudrais qu'on fasse quelques petits exercices. Alors, on rappelle que nous n'avons pas que des sportifs de haut niveau. Hein. On va expliquer ce qu'on peut faire chez soi, tout simplement. Alors, je voudrais tout de suite vous dire que nous n'avons aucun intérêt chez Decathlon, Intersport, Go Sport ou tout ce que ces trucs-là
hein, aucun. On est sponsorisé par personne, mais il y a des moments, il faut quand même acheter un... C'est pas cher, on ne va pas vous demander d'acheter des trucs pas possibles, hein. Mais là, il y a un petit peu de matériel. Et, alors, bien sûr, vous pouvez, à la place des haltères, prendre des bouteilles d'eau, hein, c'est bien aussi. Mais bon, c'est la période de Noël, la période des fêtes. Faites-vous offrir ce qu'on va vous montrer là, ce serait pas mal. Alors, pour le cœur. Alors, pour le cœur, avant même de parler de renforcement musculaire, ce qui est intéressant, c'est de savoir de situer vos pulsations cardiaques durant l'effort. On a parlé de la marche, on peut parler aussi du vélo, ou même en piscine, même s'il y, a très peu de monde qui le font. Quoi qu'il en soit, au départ, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un cardiofréquence-mètre. Vous allez placer une ceinture au niveau de la poitrine, torse nu, ou même ce système de montre-là, qui va prendre directement vos pulsations cardiaques, sans ceinture, directement au poignet. Après, grosso modo, vous allez pouvoir travailler sous 5 types d'efforts. Une activité très légère, une activité légère, modérée, soutenue et très soutenue. Si jamais vous prenez une activité physique, vous pouvez être sur les deux premières, c'est-à-dire entre 50 et 70% de vos pulsations cardiaques maximales. Après, pour les personnes, une fois qu'elles sont un petit peu plus entraînées, vous pouvez aller entre 70 et 80. Et pour des personnes qui préparaient certains objectifs, vous pouvez de temps en temps, avec un système d'alternance, travailler entre 80 et 100%. Mais quoi qu'il en soit, les deux premières zones de 50 à 70% vont vous permettre déjà d'acquérir une certaine endurance, ce qui vous permettra de durer. Après, sur le renforcement musculaire... C'est vrai que l'endurance permet de durer. Tu as raison. Non, je crois qu'il faut être précis. Des fois, je me dis, mais il ne coupe pas trop, quoi. Il attend que de placer un truc. Donc, sur le renforcement musculaire, ben, c'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est démarrer progressivement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler d'une manière globale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont... On est dans le cardio, là. Tu nous fais le cardio, là. Oui, oui, complètement. Qui vont non seulement travailler l'avant, seulement l'avant, parce que dans le miroir, je vais voir la poitrine ou les abdominaux. L'idée, c'est de travailler un ensemble de muscles qui va me permettre de solliciter mon cœur. Donc, par exemple, je peux très bien travailler les jambes comme ceci, et après, partir sur un deuxième exercice, là, celui-ci, par exemple sur les pompes à genoux, où là je vais avoir une sollicitation cardiaque qui va me permettre de travailler un ensemble de muscles. Et on n'est pas obligé de le faire aussi vite que lui, hein. Non, non, je le montre. Et vous pouvez aussi faire, on l'avait vu cette semaine, je crois, vous pouvez mettre... parce que quand vous faites des pompes comme lui, alors ça paraît hyper simple parce que c'est son métier, vous mettez un petit coussin au cas où vous perdez l'équilibre, vous voyez? Non, c'est vrai. Imaginez, vous avez de la moquette un peu claire, vous pétez le nez, ça saigne. Voilà. Donc vous mettez un petit coussin, hein, on peut mettre un petit coussin. Complètement, voilà, ce style de coussin-là. Voilà. Ce style de coussin-là. Mais quoi Enfin, qu'il en soit, même s'il n'est pas comme ça, parce qu'il il est à chier celui-là, on ne peut pas mettre ça chez soi quand même. Donc, même si le vélo c'est intéressant, la marche à pied c'est intéressant, le renforcement musculaire aussi va devoir être effectué d'une manière que votre cœur ne va pas être trop sollicité. Pour ça, vous allez pouvoir vous contrôler vos pulsations cardiaques grâce à votre montre. Soit ici, soit vous contrôlez directement au niveau de la carotide. D'accord ? Et même chose après, je vais pouvoir alterner d'autres exercices. Alors là, je vous montre la corde à sauter, mais vous pouvez très bien alterner avec un vélo si vous avez un vélo d'appartement et alterner vos séquences du renforcement musculaire et du vélo. L'essentiel, c'est vraiment de rester sur la zone sur laquelle vous allez devoir travailler, donc entre 50 et 70%. Et ça, c'est le médecin. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à venir consulter avant, ne serait-ce que pour que le médecin puisse vous donner les fréquences cardiaques auxquelles on peut travailler si on a la chance d'avoir le cardio. Je vais commencer. On peut effectivement prendre des fréquences cardiaques complètement théoriques. On calculera l'âge maximal. Moi, personnellement, je pense que c'est plus intéressant de parler de pourcentage de fréquence de réserve, si je me permets. C'est-à-dire que la fréquence maximale, moins la fréquence de repos. Tu as parlé de zone verte, zone orange, zone rouge, 50-70%. Sinon, si le cardiologue fait une épreuve d'effort, lui, il pourra peut-être être un peu plus spécifique, un peu plus précis sur le travail à effectuer par rapport aux fréquences. Généralement, il y a quoi? Il y a à peu près 10 pulsations cardiaques, une différence de 10 pulsations entre la théorie et le test. Honnêtement, je pense que la fameuse formule d'Astran, 220 moins l'âge ou 230 moins l'âge, c'est paradoxal, c'était fait sur une dizaine de cas dans les années 60. En tout cas, je trouve qu'elle est sur une courbe de Gauss, elle est valable pour 90% des gens. Quand même. Donc 220. Alors, ça, c'est la fréquence cardiaque maximale théorique à ne pas dépasser. À ne pas dépasser. Voilà. Parce que si vous faites des exercices comme ça et que vous prenez votre pouls, que vous avez un cardio ou une montre, il ne faut pas aller jusqu'à 220 moins l'âge, parce que vous n'allez pas tenir longtemps là. Hein, c'est la fréquence qu'il ne faut surtout pas dépasser sous peine d'être dans le rouge vif. On sera bien dans le rouge vif. Bien dans le rouge, Mais en théorie, le cœur ne devrait pas même aller au-delà. Hein.
logiquement. En théorie, oui, mais En enfin, c'est pas théorie. obligé de le tester non J'ai plus. pas hein. voulu le planter, mais j'ai entendu. Ouais. Souvent, on reste à 70% un peu de cette, De cette fréquence Voilà, vous faut calculer. maximale théorique liée à l'âge. Ouais. Voilà, par exemple, si je prends mon âge, donc moi ça va me faire 182 pulsations cardiaques maximales. J'ai fait un test d'effort il y a un mois, j'étais à 197. Vous voyez, on est à plus 15. Ce qui me permet moi d'ajuster au mieux après mon travail en fonction des pulsations. Et il faut y aller progressivement. C'est très important. Hein, ne passez pas à 70% tout de suite. Je reviens tout à l'heure, on parlait du côté ludique, c'est vrai, et que ce soit, alors c'est valable pour les adolescents, mais aussi pour les adultes qui veulent se mettre à une activité physique. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de garder ce côté ludique. Il ne faut pas hésiter à varier vos sollicitations. Ne faites pas que de la course à pied sous prétexte que votre voisine fait de la course à pied parce qu'elle vous a dit qu'elle avait perdu du poids ou parce qu'elle se sent très bien. Sauf si on lui court après. Ça, c'est ton problème. Mais quoi qu'il en soit, me concernant, l'idée, c'est vraiment de pouvoir varier les efforts. D'une part, vous allez solliciter votre corps d'une manière générale, mais aussi, vous allez garder cette motivation. Parce que si jamais vous n'êtes qu'en train de courir, peut-être que si ce n'est pas votre discipline de base, vous allez vous écœurer. Et après, finalement, vous allez rester chez vous. Donc n'hésitez pas à varier, à essayer différents sports qui va vous permettre, vous, après, de pouvoir toujours avoir cette envie. Et la corde à sauter, il faut déjà. Oui, non, ouais, faut- moi, j'ai faut- jamais réussi. Alors déjà, faut être coordonné. Non, J'arrive ouais, pas. non, faut déjà maîtriser. Alors la corde à sauter aussi, c'est la même chose. Hein. Il y a différentes manières de la faire. Quoi. Je peux très bien démarrer tout doucement à 2 là, et puis après passer sur un rythme un petit peu plus sport. Quoi. Voilà. Après, c'est vraiment propre à chacun. Ouais. Et quoi qu'il en soit, avec une corde à sauter, je vais pouvoir soit être sur un rythme un petit peu plus doux, si jamais j'ai 2 rebonds entre chaque passage de corde, ou un rythme un peu plus accéléré, si jamais je fais des montées de genoux. Voilà. Puis en plus, juste une petite info, puisqu'on parle de corde à sauter, aujourd'hui, il y a des cordes à sauter élastiques qui vont me permettre d'effectuer tout un tas de renforcements musculaires. Par exemple, pour les bras ici, si je veux travailler l'avant des bras, ça va me permettre de compléter mon exercice. Même chose pour l'arrière des bras, pour toutes les personnes qui voudraient avoir Je m'en occupe. Hein. Laisse. pour toutes les personnes qui voudraient tonifier l'arrière du bras. Avec la corde à sauter, je vais pouvoir le faire. Si jamais je la mets ici, là, hop, je la tiens là, et je monte le bras vers le haut, là, je vais avoir un travail du triceps. Donc non seulement je vais avoir un travail cardiaque en faisant le corde à sauter, mais en plus un travail de tonification. Voilà. Bien, alors on va voir maintenant en quoi l'activité physique et le sport, c'est bon aussi pour la respiration. Vous allez voir sur ces images que... non, il n'y a pas d'image. Je dis n'importe quoi. C'est pour voir si vous suivez. Et c'est pour énerver mon rédacteur en chef, là-haut, Vincent, qui se dit, mais de quoi il me parle? Il est là en train de chercher sur l'ordi, mais quelle image, de quoi il parle? En quoi c'est bon pour le souffle? Parce que ça permet de faire travailler les poumons, d'augmenter la capacité pulmonaire. Oui, ça déplisse les alvéoles. Hein. Quand on respire bien, ça améliore la musculature. Il y a une musculature au niveau du thorax. Ça permet si on a un catarrhe bronchique aussi, de favoriser un petit peu le drainage. Voilà. Et puis, quand on fait attention à son souffle, on a moins envie de fumer, hein, parce qu'on voit vite la différence quand on arrête de fumer sur sa capacité respiratoire. Tout quand on ne fume pas pendant qu'on fait du sport. C'est déjà ça de Oui, gagner. c'est compliqué de fumer en même temps de courir. Hein. Non, mais hélas encore, enfin hélas, je sais pas, des fumeurs qui pratiquent encore du sport, donc on est obligé de leur conseiller au moins de ne pas fumer 2 heures avant et 2 heures après l'activité sportive. Même s'ils fument 3-4 cigarettes par jour, pour un médecin, on va dire que c'est pas très bien, mais je pense que c'est toujours péjoratif pour leur santé. Alors, c'est fou ce qu'il y a comme asthmatiques qui deviennent champions du monde. Hein. Eh oui, tout à fait. Ouais. Hein, à se demander si le fait d'être asthmatique, c'est pas finalement un facteur C'est bénéfique. un critère de sélection pour le cyclisme. Ouais, oui, tout à fait. mais pas pour le cyclisme, hein, même pour la natation. Pour ça. C'est super d'être asthmatique alors. Peut-être pas, mais ça permet d'utiliser des bronchodilatateurs. Voilà, des bronchodilatateurs voilà, qui ne sont réservés qu'aux malades. Voilà, Alors, de prendre le statut de malade, ça permet de passer outre les règles de dopage. antidopage. Alors, si on redevient sérieux, quelqu'un qui a un problème respiratoire, de l'asthme, même de l'allergie, pourquoi pas, une petite bronchite chronique, l'activité physique, le sport avec ses problèmes pulmonaires, recommandé? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication, même pour un asthmatique.
faut prendre quand même un avis médical. Il y a certains sports qui sont sûrement plus adaptés. Je voulais parler de la plongée 2 secondes. En théorie, quand on voyait quelqu'un arriver au cabinet pour un certificat de plongée, il nous disait asthmatique. En général, on mettait une croix, puis au revoir monsieur, au revoir madame. C'est presque plus d'actualité. C'est vrai que quelques asthmatiques, sous couvert de l'accord d'un médecin fédéral ou avec des tests pulmonaires, peuvent accorder à un patient ou une patiente de faire de la plongée, peut-être en limitant le niveau de profondeur. La pollution, c'est pas un problème? Alors, je sais pas quel est le niveau de pollution C'est un gros à Annecy, parce que je sais qu'à Paris, il y a des moments, il vaut mieux pas aller faire de sport plutôt que d'en faire avec les pics de pollution qu'il y a. À Annecy, c'est comment dans la région? Je ne sais pas si... Ça n'a pas l'air terrible, hein? Non, je pense que c'est pas terrible. C'est marrant parce que quand on arrive de Paris avec le lac, la montagne, alors c'est vrai que c'est une cuvette, c'est pour ça? Donc ça pollue beaucoup. Alors, par exemple, quand on court autour du lac, il ne faut pas courir à certains moments de la journée, ou même faire la marche rapide dont on parlait tout à l'heure à certains moments de la journée, ici. Je crois que ça n'a rien à voir quand même avec la région parisienne. Quand sur les panneaux, il est marqué que le pic de pollution est atteint et qu'on conseille de ne pas courir, ça pique un peu à la gorge. Hein. À Paris? Oui. Ah bah, moi, je suis inquiet parce que ça me pique plus. Je dois être... Complètement pollué. Annecy, il y a toujours la possibilité de monter un petit peu et puis de s'extraire un peu de. Ah, mais si vous montez, vous êtes en altitude, donc là c'est peut-être un peu. D'ailleurs, on est à combien là d'altitude? 447. Il y a des pros là. Et est-ce que ça pose un problème particulier d'être à 447 mètres d'altitude quand on veut reprendre le sport? Non, c'est pas non. Puisqu'on y vit, l'organisme s'est adapté donc. Je ne sais pas s'il y a une adaptation à 447 mètres d'altitude. Je suis un peu moins optimiste que toi au niveau de la pollution. Il y a une quinzaine de jours, j'étais à Grenoble sur une journée d'activité sportive et réchauffement climatique. Mais c'est à Grenoble, c'est un drame. C'est une catastrophe. On n'a pas parlé que de Grenoble. C'est franchement impressionnant. Oui. Je pense quand même. Ici, on parle de la vallée de l'Arme, on a quand même des fines particules qui sont délivrées par le chauffage au bois. Et c'est vrai qu'il conseille vraiment d'abord de regarder la météo locale, parce que comme par hasard, on s'aperçoit que sur les bulletins, il n'y a plus vraiment de bulletins quotidiens sur les particules en ce moment depuis quelques temps. Et je crois qu'il faut prendre la météo locale. Il disait que certaines villes, entre le matin et le soir, il y a des pics de pollution, donc il vaut mieux ne pas courir au moment du pic de pollution. Et on ne peut pas prévoir matin ou soir, il faut regarder les bulletins météo. Donc je crois qu'il faut éviter quand même de courir pendant les pics de pollution. Et même Annecy, je pense que c'est une ville où il faut faire attention, je pense. Et il disait que l'altitude n'était pas un garant, effectivement, d'air pur, parce que ça montait un peu et c'était pas top non plus. D'accord. Donc vous récupérez toute la pollution de la vallée, finalement. Et je crois que le but, c'est quand même d'inciter à bouger. Si on se dit, aujourd'hui, il fait un petit peu on froid, va chercher des excuses. Je pense que... Donc, vous occupez pas de la pollution. S'il neige, vous y allez. S'il pleut, vous en foutez. Voilà, il n'y a pas de souci. On adapte son niveau d'activité, je crois. Nordine, un petit peu d'exercice, d'activité pour le souffle. Pour le souffle. Et ce qui est intéressant, déjà, c'est de... Si tu as besoin de volontaires... Ah bah, puisque tu me le demandes. Ça te dirait? Allez, j'en veux bien deux, s'il te plaît. On peut allumer la salle? C'est le moment le plus jouissif de la soirée. Et là, tout le monde se cache. Ah, non, mais là, ils regardent tous leurs chaussures. Alors, attends. Ça, c'est allumé à fond, la salle, là? Ou j'ai un problème... Je te conseille de faire un tour pour faire trembler un peu la salle. Tu crois que je descends? Vas-y. Commence à faire la théorie, on va parler de la pratique. Donc, l'idée sur la respiration, il y a deux types de respiration. Vous voulez y aller, monsieur? Attention, si vous levez la main, vous avez un papier à me donner, mais on le fera tout à l'heure. C'est un chèque? C'est un chèque? C'est un chèque? C'est un chèque? C'est du liquide? Je ne prends pas la carte bleue. On verra tout à l'heure. Mais faites pas trop de mouvements de main, parce qu'en général, c'est sur cela que je tombe. Mademoiselle, là. Oui, vous qui regardez vos chaussures, là, la blonde, là. Oui, non, c'est vous, non, là, oui. Oui, c'est vous, là. Elle est là, elle dit c'est pas possible, c'est pas moi. T'as besoin de combien de personnes? Deux. Très bien. Alors, mademoiselle se lève. Vous voulez y aller, madame? Ah, bah, s'il y a un volontaire, alors, venez. Comme ça fera deux dames. C'est parfait. Voilà, on les applaudit parce que c'est pas évident, vous allez voir. Oh, bah, c'est pas évident.
Bonjour, vous vous appelez? Ludivine. Ludivine, c'est pas grave. Bonjour madame, vous vous appelez? Bernadette non plus. Alors venez ici. Je vous en prie. Donc vous allez vous allonger sur le dos, une tête par ici, tête par là, voilà, les deux, les pieds à l'extérieur s'il vous plaît. Voilà, donc Je crois que Ludivine n'a pas compris. On va déjà. partager le tapis. Voilà, vous posez votre tête ici, puis les pieds par là. C'est pas clair, hein. Ludivine n'a pas compris. Vous cognez pas les têtes? Voilà. On remarquera que directement Michel se place. Hein. Bah, en même temps, tu es là. Je dis ça, je dis rien. On va pas se mettre à deux. Excuse-moi. Ouais. Ah, bah, voilà. Alors, Ludivine. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais tu le dis quand Alors, même. vous allez fléchir vos jambes. Très bien. Je fais Donc là, pareil ce qu'on va avec faire- Ludivine? C'est l'idée. Donc, sur la respiration, deux types de respiration. Soit je respire d'une manière thoracique, c'est-à-dire en gonflant la cage, soit le ventre. Donc, soit respiration thoracique, soit ventrale. L'idée pour optimiser sa respiration, pour avoir un volume d'inspiration et d'expiration plus important, c'est d'avoir une respiration ventrale. Pour cela, vous allez pouvoir placer une main sur le ventre. Placez la vôtre, je préfère Ludivine. Ouais. Si vous pouvez resserrer un peu les genoux. Voilà. Voilà. Et On l'idée, se connaît pas bien. baisser la lumière. Mais voilà. Vous pouvez lancer la musique, là, les Bee Gees? Donc là, sur ce mouvement-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer d'inspirer en gonflant le ventre pour que votre main monte vers le plafond. D'accord? On gonfle le ventre au maximum, voilà, et on expire. Alors l'idée, c'est que, allez, Non, comme le si on ventre, voulait- pas la comme si poitrine, on voulait Ludivine, que le le ventre. nombril, après, en expirant, vienne toucher la colonne vertébrale. Voilà. On essaie de rentrer au maximum, la main descend. Voilà. Et on inspire en gonflant le ventre, la main va par le ciel. Voilà, très bien. Donc sur cette respiration-là, on est sur une respiration ventrale. Après, on va faire l'inverse, donc au niveau de la poitrine, même chose, vous placez votre main au niveau de la poitrine, et là, sur une respiration thoracique, donc on gonfle la poitrine au maximum. Par rapport à la Ici. poitrine, c'est un peu haut, Ludivine. Et on là. expire. Et Voilà. on expire, voilà, même chose. Donc n'hésitez pas à vous exercer sur ce type d'exercice-là, qui va vous permettre après, durant votre pratique, que ce soit en marche, en vélo ou même en course à pied, de pouvoir optimiser votre respiration par une respiration ventrale. Respiration que vous pourrez reprendre après sur le renforcement musculaire, que ce soit sur les mouvements de flexion de jambes ou autres. Merci beaucoup. C'est tout pour elle? C'est bon pas mal. Je vous aide à vous lever, Ludivine? Non, ça va aller? Très bien. Elle n'a pas confiance du tout. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça c'est une chose. Après, sur tout ce qui est activité physique en bougeant, comme la marche ou la course à pied, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, notamment en course à pied, qui vont essayer de caler leur respiration sur un nombre de pas. D'accord ? En course à pied, laissez-la prendre naturellement, laissez-la se faire naturellement. Par contre, à l'inverse, en marche à pied, comme la marche afghane, c'est un type de marche qui va vous permettre justement d'optimiser votre respiration, que ce soit en inspirant ou en expirant. Je m'en occupe encore. Merci t'inquiète Michel. Et là, par exemple, pas. En fait, je suis l'hôtesse. en marche afghane, ils vont travailler soit sur 3 temps et 1 temps, soit sur 4 temps et 2 temps. Je m'explique. Ils vont inspirer pendant les 3 premiers pas. Le 4e pas, ils vont bloquer la respiration. Et les 3 pas d'après, ils vont expirer. Ils vont bloquer la respiration, ils vont inspirer durant 3 pas, bloquer la respiration durant 1 pas et expirer durant 3 pas. Et ainsi de suite. Ce qui va vous permettre, vous, vraiment d'optimiser votre respiration, que ce soit sur le moment d'inspiration ou d'expiration. Alors là, c'est pour les débutants. Après, vous pourrez très bien passer sur du 4 temps, 2 temps, qui va vous permettre d'avoir un temps d'expiration plus grand, un blocage, et une expiration aussi vraiment complète. Donc, Pourquoi ça n'hésitez pas à s'appelle la essayer. marche afghane? Pardon? Pourquoi ça s'appelle la marche afghane? Et il me semble que c'est... En Afghanistan. Oui, ça va pas être encore, c'est sûr. Donc non, il me semble que c'est l'armée afghane qui avait développé ça durant leur séquence d'entraînement en montagne. C'est adapté, oui, pour la marche en montagne. Voilà. Merci bien. Autre chose, c'est bon? Oui, c'est bien. Merci Nordine. Alors on va continuer à faire le tour de ce que l'activité physique peut apporter à notre santé. Et on va parler des muscles et du squelette. Alors c'est très important, pourquoi? C'est pas pour être aussi beau et baraqué que Nordine, parce qu'il y a un moment, il faut savoir renoncer. C'est juste, surtout que bon, il est magnifique. Non, si t'es magnifique, Nordine. Je voulais pas le dire à la télé, parce qu'on a toujours peur d'interprétations un peu ambiguës. Là, on est moins nombreux, je te le dis. T'es magnifique. On se change en fait dans la même loge, donc je sais ce qu'il vaut. Mais c'est pas mal, hein. Pour 61 ans, c'est pas mal. C'est gentil. Je déconne, il a pas 60. Ça fait plaisir. Je te rappelle que c'est moi qui présente l'émission. Je vais rentrer à pied à Paris. Et que... Enfin, pas la soirée, non, mais l'émission au magazine. Je peux faire très, très mal en direct. Alors, pourquoi c'est important?
parce que vous savez très bien qu'avec l'âge, on a moins d'équilibre, qu'on perd des réflexes, qu'on peut, et je pense qu'à Annecy, vous devez connaître les sols gelés de temps en temps, même si, bien évidemment, la municipalité fait tout pour que ça gèle pas trop partout, on a des risques de chute. Et quand on a 20, 30 ans et qu'on risque de tomber, on se rattrape, on a les réflexes, on se retient, on sait tomber. Et vous savez très bien qu'à partir d'un certain âge, les chutes peuvent être dramatiques parce qu'il y a l'ostéoporose, il y a la réduction, la diminution de la densité de l'os et qu'une simple chute peut entraîner une fracture du poignet, du col du fémur, avec bien sûr des conséquences importantes. Vous voyez combien de fractures du col du fémur par an. Et encore aujourd'hui, les fractures du col du fémur ont des conséquences beaucoup moins dramatiques qu'il y a seulement 15 ou 20 ans, hein, parce qu'on opère beaucoup plus vite et surtout qu'on vous lève très très vite après l'opération, alors que pendant des années et des années, on a laissé les gens allongés et il y avait toutes les conséquences, des phlébites, des embolies pulmonaires, tout un tas de choses qui étaient assez dramatiques. Alors pour lutter contre ces fractures, pour lutter contre tout ça, eh ben, il faut avoir une bonne musculature, il faut avoir un squelette performant et puis il faut savoir réagir et que l'équilibre soit maintenu le plus longtemps possible. Alors, la musculation va, ce qu'on ne sait peut-être pas suffisamment, va avoir un intérêt parce que non seulement elle maintient notre organisme, notre corps à peu près droit, et puis ça va tirer sur les os et ça va densifier l'os. Tout à fait ça. C'est au niveau de l'histoire de... Alors, il y a certes, vous avez parlé de personnes âgées, hein, il y a des études qui ont été faites, encore une fois, effectivement, avec des exercices en 6 semaines, avec des exercices adaptés de musculation, même pour des gens entre plus de 75 ans, pardon. Et, il y a eu moins de chutes, et moins de problèmes d'équilibre. C'est vraiment très intéressant de faire des programmes adaptés. Alors, au niveau du muscle, on va jouer moins sur le volume, effectivement, parce qu'il y a une sarcopénie qui s'installe, enfin, une involution, on va dire, musculaire qui s'installe. Sarcopénie, c'est quand le muscle fond un petit peu, quoi, se relâche. Ok. Donc on va jouer sur la force et la tonicité musculaire, c'est très important. Et puis pour lutter contre l'ostéoporose, qui est la suite un peu de l'ostéopénie physiologique des personnes âgées, je pense que l'activité physique est un traitement. Ça n'empêchera pas peut-être de mettre en route les traitements physiologiques hormonaux, ça c'est une histoire d'école. Ça c'est pour la ménopause et traitement très important, puisque quand on prend l'exemple des astronautes ou cosmonautes, ça dépend de quel est-ouest on est, quand ils arrivaient sur Terre, on les mettait sur un brancard parce qu'ils étaient en ostéopénie ou en ostéoporose. Plus une hypotension. Entre autres, voilà. Ouais. Puisqu'ils ne marchaient plus, ils sont un impesanteur, donc ils ne produisaient pas, ils avaient des déficits. Totalement déconditionné. C'est pour ça que c'est très très important de bouger pour toutes les raisons. Et plus on monte en âge et plus on perd très très rapidement ses muscles, son os, etc. si on ne bouge pas. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que effectivement vous allez renforcer les muscles et donc mieux tenir vos jambes, mieux tenir votre dos. On va reparler du dos dans quelques instants, mais à chaque fois, un muscle, il est attaché sur l'os par un tendon. Et à chaque fois que vous contractez un muscle, vous le faites travailler, vous tirez forcément sur le tendon. Le tendon, à son tour, va tirer sur la partie de l'os sur laquelle il est attaché. Et le fait de tirer sur l'os va entraîner une densification de cet os. Parce qu'un os, c'est un organe vivant, bien évidemment, qui est sous la dépendance de, pour simplifier, 2 types de cellules. Des cellules qui fabriquent de l'os et des cellules qui détruisent l'os. C'est un renouvellement permanent. Alors, au fil des ans, les cellules qui détruisent vont prendre le dessus sur les cellules qui fabriquent. Et si vous le stimulez en tirant sur les tendons, eh bien les cellules qui fabriquent vont se réveiller et vont finir par densifier votre os. Donc vous voyez l'intérêt, non seulement pour vous donner un équilibre, on va en parler avec Nordine, on va faire des exercices, mais en même temps, ça va renforcer la solidité de vos os. Nordine, muscles et squelette, pour qui veut devenir comme toi? Non. Tu es vraiment magnifique. Tu as quelque chose à me demander. Est-ce que tu veux des volontaires ou pas? Non, tu me dis, si tu veux pas, on ne va pas les embêter. Allez, si, je prends. Tu prends? Ouais. Tu prends combien? Même chose, 2, s'il te plaît. 2? Ouais. Homme, femme? Je
te laisse choisir. Non? T'en Je fous? te connais. Non, tu me dis? Comme tu veux. Blond, brun? Qu'est-ce que tu veux? 1m80, blanc, 90. 1m80 blond. Alors, les femmes d'1m80 blondes, genre, j'ai Adriana, mais elle n'est pas là. 1m80 blond. Alors, attends, je regarde, je scanne. Vas-y, commence à parler, je fais Alors, un petit rapide. Ce qui est intéressant sur le renforcement musculaire, je pourrais vous donner des exercices assez difficiles, mais ils ne seraient pas forcément adaptés à chacun. Ça vous fait rire, madame? Donc l'idée, c'est de Non? pouvoir Allez, travailler, de pouvoir... hop, on y va. J'adore les gens qui rient. Vas-y, excuse-moi, j'ai parlé trop fort. On va prendre un monsieur parce que quand même... Voilà, donc l'idée sur l'exercice de renforcement musculaire, c'est pouvoir non seulement faire en sorte qu'il soit accessible à chacun d'entre vous, après on pourra éventuellement y amener certaines variantes qui permettra de compliquer la difficulté, et aussi de travailler d'une manière globale, c'est-à-dire je travaille les muscles avant comme les muscles arrière. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre des forces, d'accord? Il ne faut pas seulement travailler les abdominaux, il faut aussi également travailler les lombaires, sauf si le kiné ou le médecin vous a prescrit un renforcement spécifique pour pouvoir éventuellement revoir votre posture. Quoi qu'il en soit, bonjour. Bonjour. Merci. Vous vous appelez? Monique. Robert. Monique et Robert. Pardon? Ah, vous trouvez aussi qu'il est magnifique? Bah ouais. Je suis pas tout seul. C'est Michel, mon coach. Ouais. Bonjour. C'est Robert. Vous le trouvez pas magnifique, vous? Tout à fait. D'accord. Ok. On va démarrer par un premier exercice. On va venir s'asseoir ici en bord, là, comme ceci. Vous allez venir vous asseoir à côté de moi. Michel, tu peux venir t'asseoir. Oui, bah, je vais m'asseoir. Ben, je vous Non, en mais prie, je regarde, médecin, je préfère vais regarder. laisser personne, allez, tout le monde vient. Et puis voilà. Voilà. Donc je pourrais vous remontrer un exercice comme ceci où on est en train de faire des flexions-extensions, alors que pour travailler les quadriceps, l'avant de la jambe, ce qu'on va pouvoir faire, comme ceci, c'est venir lever une jambe et la mettre ici à l'horizontale. Je vous en prie. Voilà, on garde le buste droit et on maintient. Voilà. Vous ne cambrez pas. Voilà. Donc sur cet exercice-là, rien qu'en maintenant en isométrie, non seulement pour les personnes par exemple qui pourraient avoir de l'arthrose au niveau du genou, vous allez pouvoir avoir une sollicitation importante au niveau du quadriceps. Après, vous pourrez maintenir 15 secondes, 30 secondes, aller jusqu'à la minute. Et l'idée après, c'est d'alterner, de travailler avec l'autre jambe. Et rien qu'avec cet exercice-là, vous allez pouvoir, d'une manière sécurisée, pouvoir renforcer l'avant de la cuisse. Bien sûr, après, il faudra travailler l'arrière. Alors, l'arrière de la cuisse, même chose. Michel a dit tout à l'heure, on n'était pas là pour faire de la promotion de matériel. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser un talon contre le mur, s'il vous plaît. Voilà, par exemple, le talon droit. Le talon droit, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser sur votre talon, d'accord, en isométrie, et on va maintenir 15 secondes, comme ceci. Et là, automatiquement, je vais travailler l'arrière de la cuisse. Comme ça, j'aurai un travail global, avant et arrière. Et là, sans matériel, vous voyez que ici, au poids de corps, sur 2 exercices, je vais travailler l'avant et l'arrière de ma cuisse. Même chose après, super. Donc même chose après, on va faire un deuxième exercice. Pour travailler, il y a beaucoup de personnes après, que ce soit pour les adolescents... Ils se relèvent? Oui, s'il vous plaît. Merci, assistant. S'ils peuvent rester, je t'en prie. S'ils sur- peuvent rester 2 heures comme ça. Donc, que ce soit pour les adolescents, mais aussi pour les seniors. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à avoir les épaules qui vont rentrer vers l'intérieur. Pour cela, il va falloir travailler tous les muscles fixateurs des omoplates, là, cette partie-là. Alors, 2 solutions. Hop. Je vous en prie, messieurs. Ils sont... Ouais, c'était au repos, là. Alors, tac, vous allez prendre Le un cardiologue, élastique. il n'a pas levé. Le cardiologue, j'ai vu la patte, Non, il je vais l'a vous donner levé celui-ci, légère. Hein. excusez-moi. Là, tenez, tac, ici. Là, les gens voient rien, mais c'est fait exprès, c'est ça? Je vais retourner tout le monde, c'est la petite surprise. Voilà. Donc sur cet exercice-là, on va se mettre face au public. Vous allez tendre les bras devant. Alors ne prenez pas trop, n'ayez pas trop les mains serrées, d'accord? Prenez un petit peu d'écart. Bras tendus, d'accord? Et en expirant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener, alors avec cet élastique-là, je peux pas, on va ramener les bras vers l'extérieur. Ici, et on repart. On contrôle, on souffle en ramenant les mains vers l'extérieur. Bras tendu, Monique. Et on revient en position initiale. Donc Monique. sur ce mouvement-là, en gardant les bras Monique, tendus. si tu m'entends. Les... les bras tendus. Allez, Alors, si on c'est le pas reprend. possible, il faut Voilà. les mettre un peu plus large, C'est un ça. peu plus éloignés. Voilà. Il faut que les Donc bras là, on restent tendus. expire, on ramène les bras vers l'extérieur. Non. Et on revient en position. Monique, je vais vous montrer. Regardez. Non, mais ça peut arriver. Hein. Corrigez-le hein, si ça ne va pas. Vous Monique, faites comme hein. ça et il faut que vous fassiez comme ça. Voilà. Si c'est trop dur, c'est que vous êtes trop au milieu. Là. Donc vous Très bien. prenez large. Donc sur cet exercice-là, Allez-y. je vais travailler. Me touche pas. C'est bien la première fois qu'il me dit ça, tiens. Pardon. Si tu veux qu'on fasse notre coming out devant tout le monde, on est là. Hein. Parce qu'il fait son rebelle à la télé, mais je vous assure que pourtant, bref. Allez.
T'es Donc, je vais malade ou prendre quoi? quelqu'un d'autre. Mais t'es fou, il y a 700 personnes dans la salle, il y a le Dauphiné libéré et tout. Tu imagines l'article demain? Donc, sur cet exercice-là, excusez-moi, vous pouvez retourner s'il Vas-y, vous plaît. Monique. Donc, vous allez travailler l'ensemble de ces muscles-là. Monique. D'accord, tous les fixateurs de monoplate Vas-y. qui vont repasser les Non, non, épaules pas comme ça, mais vers allez-y. l'arrière. Voilà. Alors, ça, c'est pour. Ça vaut le coup. Voilà. Ça, c'est pour l'arrière. Par contre, pour travailler tout ce qui est poitrine, même chose, je pourrais très bien rester en isométrie, donc sans bouger. On va se mettre en position comme ceci. Vous allez poser les mains là. Alors, Monique, soit vous venez vous mettre sur les genoux et on maintient, d'accord? Soit vous maintenez ici, en isométrie, d'accord? Je vous en prie, monsieur, hein, on va l'accompagner, tant qu'à faire. Voilà. Donc, sur cet exercice-là, voilà, on va descendre un petit peu le bassin, un peu plus. Alors, les fessiers. Vas-y, touche. Vas-y, touche. Non, Non, mais vas-y. Alors, je vais m'occuper de là. Vas-y. Là, je- Monique, je vais vous donner une petite fessée, mais alors très très légère. là, voilà. Donc, sur- C'est juste pour vous donc- faire baisser, si vous permettez. Donc, Voilà, il faudrait juste baisser un petit peu ça. reposez les encore un genoux, c'est peu, très bien, Brigitte, reposez les Monique, genoux. allez. Reposez les Voilà, genoux. encore un Voilà. tout petit peu. Voilà. En fait, Alors. vous faites exprès pour que je vous touche les fesses ou quoi? Reposez les genoux un petit peu. Voilà, on va se reposer le temps que. Voilà. En fait, il faut éviter les piquets de tente, Monique. Voilà, vous évitez le piquet de tente, Monique. Alors, attendez. Non. donc, donc on va le reprendre, voilà, s'il vous plaît. Allez, on lève les genoux. Donc sur cet exercice-là, naturellement, je vais avoir une sollicitation de la poitrine, des épaules, des bras et des abdominaux, d'accord? Ce qui va me permettre d'avoir un travail global et justement d'avoir cette répartition de travail sur les muscles avant et arrière. Avant et Monique, arrière. si vous ne faites pas un effort tout de suite. On va reposer. Merci. Là, on est pas. Voilà. Et pour terminer, parce que c'est important, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous allonger complètement à plat ventre, par terre. Sans lever les fesses. Voilà. Très bien. Donc sur cet exercice-là, allongé sur le ventre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez relever légèrement les bras, lever les bras. Alors, les bras, Monique, ici, là. Tac. Alors, Attends, vous êtes de quelle origine, Monique? voilà. Alors, on va lever les bras. Ça, voilà, c'est les bras. Comme Ça, c'est ceci. ce qu'on appelle. Donc, vous levez les ici, bras. Je et sais vous pas, levez en les jambes un petit Haute-Savoie, peu. Très bien. je sais pas, mais c'est les bras. Voilà, c'est ça. Donc, vous relevez un petit peu les bras, vous relevez les jambes. Et Voilà. naturellement, vous allez avoir un travail de tous les muscles spinaux, les muscles qui vont entourer la colonne vertébrale, plus les lombaires. Ce qui sera très très bon, d'une manière sécurisée, de travailler l'ensemble du dos. D'accord? Très bien, vous allez pouvoir reposer. Plus les bras seront devant, d'accord, dans le prolongement du corps, donc ici, plus les bras seront vers l'avant, plus le travail sera difficile, d'accord? Plus les bras seront vers l'arrière, plus le travail sera facile. Donc même chose, sur cet exercice-là, vous allez pouvoir maintenir 15 secondes, 30 secondes et aller jusqu'à la minute. D'accord? Ce qui vous permettra d'avoir un travail global, que ce soit au niveau des jambes, des abdominaux, du haut et de l'arrière. C'est Très bon, bien. Robert, vous Merci avez beaucoup. atterri. C'est Super. bon. Merci à vous. Merci. 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 Merci beaucoup, Monique. Je crois que je vais vous raccompagner parce que je suis. Vous voulez faire la bise à Nordine, peut-être pour Monique, voilà. Ah là, elle y arrive, là. Là, les trucs, ça c'est plus facile. Merci, Robert. Bien. Voilà. Alors. Bonne pioche, hein? Ouais, moi j'aime bien, ouais. On va la garder, Monique. Je me souviens, vous étiez là-bas. Ok. Je la repère. Est-ce que ça fait maigrir Alors le dos, oui, le dos, un mot sur le dos, parce que quand même, regardez le nombre de problèmes qu'on peut avoir, les journées d'arrêt de travail, le lumbago, etc. On a tous mal au dos un jour ou l'autre et on se demande tous s'il faut faire de l'activité physique ou pas. Pendant des années, à chaque fois qu'on avait un lumbago ou une sciatique, on disait bougez plus pendant 3 semaines, restez au lit et puis bougez plus. Maintenant, on dit au contraire, il faut bouger de plus en plus et de plus en plus tôt. Alors qu'est-ce qu'on fait, docteur Deschamps, quand on a mal au dos? On peut faire de l'activité physique? Oui, on peut faire de l'activité physique, il suffit de l'adapter. C'est vrai que bon, quand on parle de mal de dos, on parle surtout de ce qu'on appelle de lombalgie, douleur au niveau des lombaires. Les gens parlent de lumbago ou de sciatique. C'est vrai que quand on est en phase aiguë avec des gens qui arrivent, on va dire au cabinet, ce qu'on appelle nous en dos de fourchette ou complètement de travers, on va peut-être pas leur conseiller du sport. Je pense que le fait de dire qu'il faut faire de l'activité, c'est surtout pour éviter aux gens de pérenniser un peu cette attitude de rester au lit pendant 1 mois ou 2 mois, et puis... Non, je sais pas, il Il y a des fantômes. y a un micro clandestin ou quoi? Non, bon, c'est bon. Voilà, pour éviter de pérenniser cette attitude de rester au lit, parce que c'est pas très bon pour la musculature, pas très bon non plus pour les connexions avec le cerveau. Voilà. Je vous en prie. Voilà.
Oui. Ah, Allez, Je crois que tu veux dire quelque chose. Non, Ouais, je non, t'en mais prie, le- je prendrai la parole. pour le- C'est pour ça. Donc je pense, après, par contre, une fois que la phase aiguë est passée, ou même en post-opératoire, si on a été obligé d'opérer, l'activité physique, effectivement, est conseillée, mais adaptée. Nordine, d'exercice pour le dos? Oui, en fait, ce qui se passe alors, bien sûr, ça n'englobera pas tous les problèmes de dos, mais quoi qu'il en soit, pour les personnes qui pourraient avoir une cambrure un petit peu trop prononcée, ce qu'ils peuvent faire, c'est renforcer l'avant, donc les abdominaux, ce qui va me permettre de passer, au lieu d'avoir le bassin énormément en antéversion, c'est-à-dire avec les fesses en arrière, essayer de décaler un petit peu le bassin. Grâce à la tonification des abdos, je vais justement casser un petit peu cette... Est-ce que celui-là, il fonctionne? Oui, très bien. Ça, c'est le noir que j'ai remplacé. Tu Ah m'entends? bon? Oui, Charles, bon, ça pour t'entendre, je t'entends Tu bien. m'entends? Hein. Je sais pas qui Il c'est, mais passe, celui-là? Oui, il passe bien. Ouais. Donc, Autre chose? Tu le coupes si tu vas aux toilettes, hein? Vas-y, Nordine, je t'en prie. Ah, ouais, voilà, il a coupé, il a pris le tien. Il faut que tu ailles chercher. donc, Je sais pas. oui, donc c'est bon. Donc voilà. Donc pour toutes les personnes justement qui auraient les fesses en l'air, l'idée c'est de retonifier l'avant ici et de pouvoir aussi, on parlait justement de lombalgie, alors une fois que la phase aiguë est passée, mais de pouvoir regagner en souplesse sur tous les muscles dorsaux. Et pour ça, il n'y a pas seulement les muscles dorsaux qui comptent, c'est toute la chaîne postérieure, que ce soit les fessiers, les ischios et les mollets. Alors, Michel, tu viens me montrer? Ouais, rapidement. Merci. Tu vas t'allonger sur le dos, s'il te plaît? Bien sûr. Je mets la tête où? Où tu veux. Si je peux me permettre. Tu vas te calmer, hein. Je te jure, tu vas te calmer. Hein. C'est pas possible, il y a du monde. Mais là où tu... Enfin, bref. Sur le dos, la tête là-bas. Ouais, la tête là-bas. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Ça va pas abîmer mon blazer. Hein. ah non, prends ton temps. Hein. On achète toi ici. Donc voilà. Donc le premier exercice, pour soulager les maux de dos, vous allez tendre une jambe. Enfin, je peux tutoyer. Oui. Vous allez ramener. Maintenant, tu peux me tutoyer, tu peux m'embrasser sur la bouche même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça prend photographe. Donc là, tu vas ramener le genou près de toi, cette jambe-là, voilà, et avec tes mains, tu vas saisir le genou, très bien. Et en expirant tout doucement, tu vas le ramener progressivement, d'accord? Il ne faut qu'à aucun moment un étirement soit douloureux, d'accord? Une fois que vous êtes là, vous sentez l'étirement, notamment au niveau du bas du dos et puis au niveau du fessier, vous vous maintenez, d'accord? 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et vous alternez. Après, on passe sur l'autre jambe, et ainsi de suite. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ces exercices-là, vous le faites simultanément. Les deux jambes, relaxe-toi, mon Michel. Voilà, ici tu saisis les deux genoux, et là sur cet exercice-là, ce qu'il faudra c'est éviter, vous pouvez avoir un creux là au niveau du bas du dos. Ce qu'il faut c'est vraiment avoir cette sensation d'écraser le bas du dos par terre, ce qui va vous permettre de relâcher les muscles lombaires. Ça c'est un premier exercice. Si jamais on veut s'étirer, hop, alors Michel tu vas venir te mettre à genoux s'il te plaît. Voilà, un deuxième exercice, on va venir se mettre à genoux. Ici tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Oui. Voilà, et tu vas passer le buste vers l'avant, les bras très très loin devant. Voilà. Sur cet exercice-là, même chose, on va participer justement à étendre tous les muscles dorsaux. Tu te fous de ma gueule là? C'est la carte. Non, là, tu te fous de moi là. Tu es en train de me caresser le dos en faisant croire que c'est un exercice physique. On est en train de régler nos problèmes perso, quoi. Alors, donc là, tu vas reprendre l'exercice, s'il te plaît, Michel. Oui, et tu arrêtes de me caresser le dos. Donc, Tu montres, mais tu touches pas. je te touche pas, promis. Donc sur cet exercice-là, vous allez pouvoir passer les bras devant. Voilà, vous allez chercher très très loin. Ça va étirer d'une manière globale. Si vous voulez dissocier, alors Michel, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre un tout petit peu là, tu vas tourner un petit peu par ici, tu vois. Voilà, top, très bien, parfait, super. Tu tournes les pieds, voilà, ici. Voilà. C'est la dernière fois que je suis volontaire. Je veux dire. Voilà. Donc là, tu vas mettre une main devant. Oui. Voilà, cette main-là, tu vas la Et mettre une main derrière. sur le côté. Voilà, tu vas la poser, elle ne servira à rien, d'accord? Et avec ta main, tu vas aller chercher très très loin en diagonale. Voilà. Donc sur ce mouvement-là, vous allez dissocier, vous allez étirer essentiellement le flanc, d'accord? Donc le flanc droit. Après, l'idée, ça sera de repartir de l'autre côté, et ces étirements-là vont vous permettre, d'une manière globale, d'étirer tous les muscles dorsaux. Ça, c'est pour le dos, et très rapidement, allez, tu t'allonges sur le dos, s'il te plaît. Oui. Merci. Donc pour étirer la chaîne postérieure, je parlais tout à l'heure d'une manière globale. Alors, vous pouvez le faire sur un mur. Si jamais vous voulez lire un magazine ou un livre, hop, vous pouvez. Donc là, imagine que tu es sur un mur. Tac, tu viens lever les deux jambes ici. Voilà. Déplie, voilà, parfait. Donc là, sur cet exercice-là, naturellement, alors là, je vais le mettre en tension, tu me dis top. Hein. Ça dépend. Ok, on va y aller. Top, on va y aller. Donc, Là, on va dire top, par donc exemple. sur cet exercice-là, tu vas faire en sorte, tu vas poser la tête par terre, Elle y tu était. vas rentrer un petit peu le menton, voilà, et les doigts de pied, tu vas les ramener vers toi.
D'accord? Et là, sur cet exercice, on va étirer les mollets, les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires et tous les muscles Très dorsaux. franchement, tu tires tout là. Pardon? Non, Voilà. on tire sur tout. Alors, sur cet exercice-là, ce qu'il faut, c'est se détendre, d'accord? Ne partez pas sur un étirement durant lequel les muscles vont trembler, ok? S'il faut que les jambes soient un petit peu moins inclinées, Voilà, c'est exactement le cas. inclinez-les un petit peu moins, d'accord? Et après, même chose, vous pourrez dissocier en posant alors une jambe tendue, l'autre jambe sur un poteau, et là, vous allez dissocier, d'accord? Donc, pensez au premier exercice, mais à celui aussi là, qui va vous permettre d'étirer l'ensemble des muscles postérieurs. Merci, je l'aime. Ok, merci beaucoup. Alors, ouh là là. C'est pas prévu normalement. Normalement, je vais venir chercher quelqu'un dans la salle. Est-ce que ça fait maigrir le sport? Normalement, L'activité non. physique? Normalement, non. Mais par contre, vaut mieux en faire. Pour pas grossir, Voilà. c'est ça? Regardez un peu les courbes là. Il y a aussi un vrai problème. Alors, bien évidemment, la sédentarité, c'est un facteur incroyablement favorisant pour le surpoids et l'obésité. Regardez un peu ces chiffres, hein, l'évolution de la part de Français en surpoids depuis 1990. On ne parle pas du Moyen-Âge, là. Hein. Vous voyez, en moins de 20 ans, on va arriver à 44% de Français en surpoids. Alors, faire du sport, on l'a dit, ça ne fait pas maigrir. En revanche, si on fait une activité physique, en même temps qu'on commence à penser à un équilibre alimentaire, là, les deux vont Voilà, bien. il faut associer les deux, hein, bien entendu. Hein. Et beaucoup de patients prennent par exemple quelques kilos pendant l'hiver parce que l'activité est un peu moindre. Et pendant l'été, ils les repèrent 3-4 kilos parce que également le régime est différent. On mange plus de crudités et puis on bouge plus. Vous voyez que c'est le premier critère de motivation en plus. Hein. Tous ceux qui veulent se mettre à l'activité physique, la première chose, c'est de perdre du poids. Alors, l'idée, c'est bien de se mettre... De toute façon, toutes les motivations sont bonnes, hein, pour se bouger. Si c'est parce que vous avez envie de perdre du poids, c'est bien. Si vous comprenez en sortant de cette conférence ce soir que c'est bon pour votre santé aussi, bah c'est encore mieux. Comme ça, vous aurez plein de facteurs qui vous motiveront. Et vous voyez ici à peu près le nombre de calories qu'on dépense par heure en fonction du sport. On va maintenant parler du cerveau. Parce que ça, c'est pas connu du tout. Et pourtant, c'est d'une logique implacable. Quand vous faites, regardez, quand vous faites une activité physique, que votre cœur s'accélère un petit peu, qu'il augmente la circulation sanguine, bien évidemment, votre cerveau va être mieux irrigué. Vous apprenez à mieux respirer grâce à ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Vous oxygénez mieux votre sang. Et cet oxygène, c'est le carburant essentiel du cerveau. Et si on a dans le cerveau des neurones, vous savez qu'on en perd dès la naissance, hein, des neurones, on en a des milliards, mais on en perd. Et toutes les études aujourd'hui montrent que ce qu'on parle d'atrophie du cerveau, là, que vous voyez écrit, c'est simplement la réduction du volume du cerveau qui est liée, entre autres, à la perte des neurones, mais pas seulement. Et c'est bien évidemment ces facteurs-là qui sont également visibles dans la maladie d'Alzheimer ou toutes les maladies neurodégénératives. Toutes les études aujourd'hui prouvent que l'activité physique permet de réduire le déclin cognitif, autrement dit, de réduire les effets du vieillissement sur le cerveau. Oui, c'est de l'ordre de 30% de moins de maladies d'Alzheimer avec une activité physique régulière. C'est considérable, c'est impressionnant. C'est aussi impressionnant que la diminution des cancers, dont on parlera après. C'est vraiment une motivation extraordinaire. Hein. Voilà. Et sans même aller jusqu'à la maladie d'Alzheimer, même sur le cognitif, c'est-à-dire le fait d'avoir le cerveau qui fonctionne bien, ça c'est un message qu'on peut faire passer et qui serait formidablement motivant, non, pour les... C'est un message en plus qui est très ancien. Hein. Je reviens toujours sur les études. Il y a 20 ans, au Canada, des étudiants qui faisaient du sport avaient de meilleurs résultats que les étudiants qui n'en venaient pas. Alors ça reste une étude, mais je pense qu'il y en a eu d'autres quand même depuis pour penser que le sport pouvait être un bon adjuvant pour le cerveau. Et c'est bon pour le moral. Et c'est bon pour le moral. Et là aussi, les études le prouvent. Le sport, l'activité physique, voilà, tout ce que ça peut apporter, un rôle antidépresseur, une augmentation de l'estime de soi. Forcément, si vous vous mettez à bouger, bah, vous vous dites ah, ben c'est bien, je fais des efforts, vous êtes content de vous,
et content de soi, eh ben, c'est avoir une estime de soi qui monte. Vous avez un meilleur sommeil à condition de ne pas faire du sport avant de vous coucher parce que ça fait monter la température centrale et que c'est au contraire en la baissant qu'on s'endort. Et bien évidemment, le sport, si vous pouvez le faire à plusieurs plutôt que de le faire tout seul, ça augmente aussi le lien social. Le rôle antidépresseur, il est prouvé là aussi scientifiquement. Hein. Et ce n'est pas juste parce qu'on est bien, parce qu'on fait du sport, c'est qu'il y a une sécrétion de sérotonine qui est un neuromédiateur, c'est-à-dire les substances qui permettent de faire passer l'information d'un neurone à l'autre. Et ça, c'est prouvé aussi. Bien sûr. Et on peut réduire le nombre d'antidépresseurs à prendre chez les gens qui font du sport. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que je pense qu'il faut peut-être un certain niveau de sport et de régularité pour arriver à sécréter des quantités assez importantes de sérotonine. Le cerveau va sécréter aussi des opiacés, des cannabinoïdes, ce qui peut expliquer le bien-être, l'effet anxiogène du sport. Mais les cannabinoïdes ont aussi l'effet aussi d'addictologie au sport, éventuellement pour le haut niveau. Les sportifs de haut niveau qui se mettent à devenir des toxicomanes après à l'arrêt du sport. Nordine, on a 2 Swiss Ball. Alors moi j'adore ça. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez vu l'émission que j'avais faite avec Adriana Carambeu à Font-Romeu. Enfin, c'était une émission sur comment bien vieillir et on avait des Swiss Ball à Font-Romeu avec Adriana. Moi j'avais découvert ça là-bas. Depuis j'en ai acheté chez moi. Et je peux vous dire que tous les matins, je me fais mon petit exercice de Swiss Ball. Ça prend pas longtemps. Hein. Je peux faire 10 minutes de Swiss Ball. Et même, je vais en prendre un au bureau pour me servir de chaise quand je travaille. Montre-nous ce qu'on peut faire avec ça. Alors Michel l'a dit, soit on l'intègre directement à l'intérieur de sa pratique physique, soit ça peut être chez soi ou au bureau, 15 minutes à 20 minutes, ça va me permettre de resensibiliser, de retonifier tous les muscles profonds de la sangle abdominale et la partie arrière du dos. Alors, soit ici en me redressant, naturellement, le fait d'être en déséquilibre va me permettre de solliciter toute la sangle abdominale. Par contre, après, je vais pouvoir avoir une difficulté supplémentaire en levant un pied et automatiquement, là, on parlait de travail proprioceptif, là, on y est, ce petit travail proprioceptif durant lequel je vais avoir tous les fixateurs, enfin, tous les petits messagers qui sont à l'intérieur des muscles et des tendons qui me permettent justement de pouvoir maintenir un bon équilibre, et là, ils vont participer. Et sur ce travail-là, je vais avoir un travail de déséquilibre. Ouais, vous faites ça, regardez. Vous faites ça, alors on a l'impression qu'on est au cirque Pinder, mais je vous assure que vous travaillez là-dessus ou sur un plus petit, hein, il y a différentes tailles, et rien que de trouver l'équilibre comme ça, tout ce que je suis en train de faire là, bêtement, en levant mes pieds et puis en bougeant, ça fait travailler tous les muscles profonds que j'ai à l'intérieur, donc ça veut dire les abdominaux, mais ça veut dire aussi tous les muscles qui sont dedans et qui vous tiennent la colonne vertébrale. Et ça, c'est génial. Et je vous assure que je fais ça le matin chez moi. Alors, c'est plus facile quand il est un peu moins gonflé, mais vous faites ça 5 fois en reposant vos pieds entre chaque séance. Voilà, juste ça. C'est quand même pas très compliqué quand même. Là on parlait tout à l'heure des chutes aussi, prévention de chute. Ces exercices-là en font partie. Aussi, à partir du moment où j'ai une sangle abdominale, je suis très gainé, soit sur l'avant ou sur l'arrière, automatiquement, dès que je vais avoir un déséquilibre, le buste, étant donné que c'est gainé, va pouvoir maintenir mon corps comme un bloc et je vais pouvoir retenir ma chute. Contrairement à une personne qui serait fort en haut, fort en bas, avec de la guimauve ici, automatiquement, si mon buste bascule, là, étant donné qu'il n'y a aucune retenue, je vais tomber. D'accord. Et vous avez plusieurs tailles. Alors, quand vous allez dans le magasin, vous verrez, c'est vendu dégonflé, bien évidemment. Voilà. Il y a du 55, 65, 75. Alors, il y a 85. aussi L, XL, machin. Ça, c'est un XL. Voilà. Alors, sinon, vous avez des plus petits. Alors, ça, c'est les premiers exercices, mais après, on pourra avoir tout un travail de gainage. Alors, le gainage, qu'est-ce que c'est? C'est le renforcement musculaire en isométrie, c'est-à-dire sans bouger, comme ceci, là, de la sangle abdominale, des muscles du haut du corps et un tout petit peu de. Ça, c'est un exercice, cet exercice-là de gainage. Vous pouvez le faire à tout âge. Ce n'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de tenir longtemps. En fait, vas-y, remontre l'exercice parce que ça aussi, c'est très bien pour faire. C'est mieux que de faire des abdominaux en vous allongeant sur le dos et en vous relevant parce que là, vous sollicitez votre dos. Là, il suffit de faire la planche. Alors, je dis pour Monique, il ne faut pas lever les fesses parce que là, il faut vraiment avoir, le dos bien droit et ne pas cambrer. Si vous êtes très entraîné, vous tenez 45 secondes, vous vous arrêtez 30 secondes, vous vous remettez, mais vous le faites 15 secondes même. Et puis vous augmenterez progressivement. Voilà. C'est un super exercice parce que vous allez sentir que ça tire sur les abdos, mais c'est le gainage. Donc ça va bien gainer tous vos muscles. Et ce qui est intéressant, c'est que pour démarrer, vous pouvez aussi démarrer sur les genoux. C'est-à-dire je me maintiens ici, et là automatiquement, je vais avoir une difficulté un petit peu moindre. Et puis après, si je veux travailler toujours cette notion de muscle antagoniste aussi, l'arrière, hop, je vais pouvoir, pour travailler les lombaires, même chose, je vais pouvoir m'asseoir sur mon ballon, comme ceci. Je vais m'incliner.
Et là, automatiquement, par le déséquilibre, alors soit je place les bras ici pour maintenir, d'accord, l'exercice sera plus facile. Si je croise, ici, que je serre les pieds, je vais avoir un déséquilibre. Et là, je vais faire participer les muscles lombaires et dorsaux d'une manière un petit peu plus importante. Je pourrais aussi effectuer un mouvement de gainage vers l'avant, là, avec après des petits exercices sur lesquels je vais bouger pour être un petit peu plus sollicitant au niveau de la C'est sangle. déjà du gainage de haut niveau, là. Non. Des petits exercices d'équilibre, je voudrais qu'on fasse participer un peu tout le monde. Est-ce qu'on peut rallumer la salle, s'il vous plaît? Voilà. Parce que, j'insiste, mais l'équilibre est essentiel en vieillissant. Hein. On prend de l'âge, je vous rappelle, on a moins de réflexes, on a plus facilement des troubles de l'équilibre, on peut chuter, il faut travailler votre équilibre. Alors, on va faire un petit exercice collectif. Alors, ce que je souhaiterais, c'est que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Voilà, les sorties sont là-bas, vous pouvez y aller, c'est fini, merci beaucoup. Manière de dire au revoir. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous vous tenir, d'accord? Hop, comme ceci, voilà. Tout le monde se tient, je vous en prie. Venez. Je vous en prie. Voilà, parfait. Et nous allons chanter Jésus. espèce de secte de la santé. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous lever un pied, vous vous maintenez. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est... Voilà. Là, on commence à voir certaines lignes qui commencent à tanguer. Ouais. Pas de souci. Non, ça, c'est parce qu'il suffit qu'il y en ait un sur la ligne qui soit bourré pour que... C'est bon. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, vous levez le deuxième pied. On va lâcher le collègue et on va essayer de se maintenir sur un pied. Vous lâchez le collègue. Alors, déjà, il y a les personnes qui viennent s'asseoir, là, déjà. Ça commence à sautiller. Voilà. Très bien. Troisième exercice, on va croiser les bras, ici. Hey, Marianne. Ah, ouh, là, ça commence à... Voilà. Et le dernier exercice qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fermer les yeux. Et vous maintenez. C'est pas mal, voilà. Donc, très bien, super, vous allez pouvoir vous rasseoir. Merci. Donc... Ouais, mais ça, c'est des exercices que vous pouvez faire tout seul. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être 700. C'est compliqué. Voilà. Ah ouais, mais Marianne, elle me dit qu'elle a des bottes. Ouais. Mais ça vous va très bien, Marianne. Je trouve ça très beau. Tout de suite, sur cet exercice, vous allez pouvoir voir, situer votre niveau, à savoir, bon, bah là, tout le monde était attaché, donc pas de souci, mais tout de suite, je lâche le collègue, j'ai un petit déséquilibre, je croise les bras encore plus et je ferme les yeux, là, c'est vraiment la chute. Donc vous allez pouvoir travailler, même chose, de 30 secondes à 1 minute ou à 2 minutes. L'idée, c'est plutôt de varier l'exercice, d'accord? Si vous voyez que vous maintenez l'équilibre ici, là, pendant 2 minutes, il vaudrait mieux, par exemple, sur cet exercice-là, mettre une main en l'air et puis essayer de venir toucher le tibia. Et puis vous revenez ici, là. Et là, vous allez avoir un exercice supplémentaire. Et puis après, pour ceux qui voudraient avoir un petit côté ludique, alors là, moi, je prends un coussin, mais vous pouvez, enfin, je prends un coussin spécifique, vous pouvez très bien prendre un coussin, un oreiller, voilà, cherchez le mot, ou travailler dans le sable, d'accord? Donc là, hop, voilà. En fait, sur ce style de coussin-là, ce que je fais, c'est que je mets un coup de poing, comme ça évite qu'il glisse. Donc là, sur cet exercice-là, je vais avoir un travail un peu plus important. Voilà, au niveau, d'accord? Et si je reprends mon exercice, là, il va tout de suite être beaucoup plus sollicitant. Sachant que si jamais je verrouille le genou, automatiquement, le travail va être centré sur la cheville, d'accord? Il y aura toujours un travail au niveau de l'articulation du genou, mais essentiellement sur la cheville. Et si je viens fléchir, hop, comme ceci, la jambe, d'accord? Le travail sera situé sur le genou et la cheville. OK? Voilà. Et là, vous allez pouvoir reprendre ces exercices-là. Après, il en existe des tas et des tas. Vous pouvez très bien passer la jambe sur le côté, aller chercher devant, et puis de l'autre côté aussi. Ça peut se faire dans le sable aussi, hein, n'hésitez pas, justement, là, vous pouvez très bien, ou même en montagne, hein, vous pouvez très bien travailler sur un plan incliné ou décliné, ce qui va vous permettre de travailler d'une manière différente. Et puis une petite astuce, chaque matin on se brosse les dents, pourquoi ne pas se mettre sur un pied? Voilà, vous intégrez votre travail, 1 minute 30, on y est. Le mieux, c'est d'installer une petite plage devant votre lavabo pour avoir du sable. Vous brossez, on a tous un peu de sable chez soi, bien évidemment. Alors, on va vous passer la parole maintenant pour répondre à vos questions. Vous allez avoir des hôtesses et des messieurs qui sont sur les côtés avec des numéros, un peu comme pour le patinage artistique. Vous levez la main, on vous donne un micro et vous posez la question correspondant bien sûr au thème de la soirée. Là-bas, monsieur, voilà. Faut toujours qu'il y en ait un qui commence. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis un ancien dirigeant de club de sport et
Ma question est la suivante. Je ne vous ai pas entendu parler des clubs. Et à mon avis, je pense que pour la remise au sport des gens, les fédérations sportives donnent beaucoup de conseils dans les clubs, notamment au niveau des entraîneurs, pour qu'ils remettent les gens qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps pour retourner au sport. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous ne parlez pas des clubs de sport. Parce que je les aime pas. Alors on continue. J'en ai rien à faire des clubs de sport. Le mec qui va se frapper avec tout le monde. Non, non, mais je rigole, monsieur. On n'en a pas parlé parce que on va en parler maintenant et vous avez entièrement raison. L'idée, elle était d'essayer d'abord de motiver à se remettre ou à se mettre à l'activité physique tout seul. Déjà, le fait de marcher un peu plus vite que d'habitude. Mais bien évidemment, si vous voulez intégrer un club de sport, c'est encore mieux. Sachant qu'après, à l'intérieur, par exemple, la fédération d'athlétisme, je ne sais pas de quelle fédération vous faites partie, de quel sport vous faites D'accord, très bien, super, ok. Donc, par exemple, au niveau de l'athlétisme, et certainement au niveau du cyclo aussi, ils ont créé des branches, par exemple, le club Athlé Santé, ça s'appelle. Voilà, et ce qui va vous permettre, vous, d'une manière ludique et puis progressive, de pouvoir obtenir des coachs sur, par exemple, tout ce qui est marche nordique ou la reprise d'un footing, tout en étant encadré avec des personnes Oui, parce qu'on a l'impression que les clubs, on y va, et puis, ou les salles de sport, ou les clubs de cyclotourisme ou autres, il faut être un professionnel du sport en question pour y aller, et pas du tout. Comme on vient de le dire, comme l'a dit monsieur, il y a des gens pour vous encadrer. Si vous avez envie de faire ce sport parce que ça vous a toujours branché et que vous n'osez pas y aller parce que vous dites, oh là là, cyclotourisme, ils doivent tous se taper 200 bornes par jour, je ne peux pas y aller. Au contraire, c'est bien et surtout c'est ludique et c'est sympa de faire du cyclotourisme ou un autre sport en même temps que de le faire chez vous et de reprendre une activité physique. Et surtout qu'en plus, excuse-moi Michel, ces associations en plus proposent énormément de créneaux. Je le vois autour d'Orléans, au niveau du cyclo. Je crois que chaque jour, il y a des distances différentes, avec des groupes de niveaux différents aussi, auxquels les gens vont pouvoir participer pour pouvoir rigoler. Et puis c'est le social dont on parlait tout à l'heure. C'est bon monsieur, j'en ai bien parlé. Le 3. Bonsoir Valérie, je suis infirmière de profession, j'exerce aujourd'hui chez un podo-orthésiste. Pour être un petit peu plus clair, c'est les chaussures orthopédiques et les semelles orthopédiques. Les exercices qui ont été faits en fin de présentation, ce sont des exercices qui permettent aussi de faire des tests de risque de chute chez la personne âgée. Ce qu'on observe, nous, en tant que professionnels de santé, c'est qu'énormément de personnes âgées sont très mal chaussées. Vous verrez beaucoup de gens en charentaise, qui est l'anti-chaussure, je dirais, par excellence pour l'équilibre. Je pense qu'aussi dans le monde médical, tout ce qui est institution, on va éviter le risque de chute en limitant l'activité de la personne âgée. On va l'installer dans un fauteuil roulant. Ça facilite aussi le travail des soignants de mettre des charentaises parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de mettre une chaussure avec des lacets. Donc j'aimerais que ce soit travaillé, je crois que c'est aussi dans le plan santé de cette année du nouveau gouvernement, le risque de chute de la personne âgée, qu'on intègre vraiment qu'il y a des tests qui sont possibles, notamment sur la maladie d'Alzheimer, on en parlait tout à l'heure sur le cognitif, l'évaluation de la marche d'une personne âgée et un test prédictif de la maladie d'Alzheimer qui est beaucoup moins coûteux que tous les autres tests. Merci madame, et il est... Je rajoute juste une chose justement par rapport aux préventions des chutes. Ce qui est intéressant, alors le médecin l'avait précisé, tous les exercices que j'ai montrés tout à l'heure sont à faire pieds nus. D'accord, je l'avais oublié, il me l'a gentiment rappelé. Il y a un exercice très simple aussi pour tous les seniors qui perdraient un petit peu de mobilité au niveau de la cheville parce que les chutes viennent d'ici aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est cet exercice-là où vous allez déplier le pied pour travailler vraiment de talon à plante de pied, ce qui va vous permettre, vous, de remobiliser la cheville. Parce que ce qui se passe généralement, c'est qu'on vient justement à... Refais-le parce que tout le monde ne l'a pas vu. Regarde. Tu vas partir de là-bas, plus loin, pour que les gens qui sont là le voient. Hein, vous n'avez pas vu? Non, j'ai senti un petit bout. Pardon. Voilà, montre-nous, déroule-nous ta cheville. Là, vous allez dérouler le pied, d'accord, comme ceci. Voilà. Ce qu'il vous avez faut, vu là-bas? Quasiment garder la jambe. Non, ils n'ont pas vu là-bas. Maintenant, vous le faites là-bas. Non, sans blague. Hein, réclamez-le. Nordine. Vas-y. Alors... Donc, ce qu'il faut, c'est cet exercice-là. Voilà. C'est un exercice qu'on retrouve en école d'athlétisme, notamment, ici où on vient travailler talon
Plante de pied, voilà. Il faut quasiment que, alors bien sûr sur la fin je vais fléchir la jambe, mais au départ que la jambe soit tendue. Et c'est vraiment du travail de pied, ce qu'on appelle, ce qui va me permettre de mobiliser la cheville. Ce qui va vous permettre après, avec le temps, de pouvoir garder cette souplesse au niveau des chevilles. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit la dame, les chaussures sont essentielles. Parce que, évidemment, faire du sport en charentaise, c'est pas terrible. Les crocs, là, ces trucs. Alors c'est sûr que c'est confortable, c'est aéré, tout ce que vous voulez, mais alors, faites pas du sport en crocs, vous voyez. Là aussi, il suffit d'aller dans un magasin de sport et de se trouver des chaussures. Et bien évidemment, il faut s'acheter un minimum une paire de chaussures de basket pour avoir une marche agréable, qu'il n'y ait pas un retentissement sur les articulations, que vous n'ayez pas des ampoules, etc. Donc peut-être que s'il y a un investissement à faire, c'est là-dessus pour vous donner envie de... En plus, c'est la mode. Vous voyez bien. Puis je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui ont des chaussures. Je sais que Monique, elle avait une magnifique. Ouais. Alors, Monique, elle était superbe. Voilà. Ses chaussures étaient Monique. Et puis, oh, ça vous affine le pied, Monique, c'est incroyable. Et puis surtout, faites attention au choix de la chaussure. Là, on a une spécialiste aussi. Ne choisissez pas la chaussure parce qu'elle est rose ou parce qu'elle vous va bien. Il y a différents types de pieds, les pieds neutres, pronateurs, supinateurs. Chaque personne a un pied différent. Donc orientez votre chaussure en fonction de votre propre pied. Autre question, la 2. Bonsoir. Bonsoir. Deux petites remarques et une question. Tout à l'heure, vous disiez quand on se brosse les dents qu'on peut le faire sur un pied. Donc moi, en fait, j'alterne soit sur la pointe des deux pieds, soit en serrant les fesses. Voilà. Soit pour l'équilibre, soit pour me muscler. Est-ce que vous vivez seul ou pas? Je ne vois pas seul, mais il se cache en fait. Il n'est pas à côté de moi. Mais pourquoi? C'est parce que vous avez peur? C'est quoi? Non, parce qu'en fait, je fais de la danse, donc l'équilibre pour la danse, et puis les fesses pour les muscler. Venez nous voir 2 secondes. Là. Là, je demande parce que je suis très friand de nouveaux exercices, et si je peux le faire à Michel... Surtout celui-là, ouais. Venez. Si Michel peut le faire mercredi prochain, ça m'arrangerait. Est-ce que quelqu'un a une brosse à dents pour qu'on puisse faire l'exercice? Venez par là. Voilà. Vous allez nous montrer... Comment vous brossez les dents? C'est la 24e conférence, on ne me l'a jamais dit. Ça, on n'a jamais vu ça. Là, vous êtes jeté dessus. Hein. Alors, bonjour. Je vous en prie. Vous avez un prénom sinon? Oui, Béatrice. Béatrice, venez. Alors, Béatrice, regardez, on va dire, voilà le lavabo. Regardez. Tiens, mettez-vous là. Voilà, comme ça. Non, peut-être plus de profil, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Voilà, donc là, vous brossez les dents. Voilà, donc soit sur la pointe des pieds. Donc ça, très bien. Parce qu'il est trop haut, le lavabo, peut-être. Bah oui, forcément, vu ma taille. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il faut baisser le lavabo plutôt que vous mettre sur la pointe. Oui, monsieur. Il est où, le monsieur? Il est tout au fond, là, il se cache. Il ne va pas lever la main parce qu'il va dire on va me faire monter. Alors ça, c'est pour quand vous vous montez sur la pointe des pieds. D'accord. Ensuite. Et puis sinon, ça ne se verra pas, je serre les fesses. Si, ça va se voir. Allez. Voilà. Vous serrez les fesses? Bah oui, pour les muscler. Ah, pour muscler vos fesses en gros. Là, c'est flexion-extension, vous restez en haut et puis vous contractez les fessiers? J'alterne un jour sur 2. D'accord. Vous alternez un jour sur 2? Oui, un jour j'équilibre, un jour je muscle. Ok. Alors, quoi qu'il en soit... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Un jour, vous brossez les dents comme ça. Enfin, 3 fois par jour, bien sûr. 3 fois par jour. Oui. Mais vous devez avoir les fesses en béton. Hein. C'est terrible, ça. Non, mais c'est vrai. C'est top. Bravo, monsieur. Et vous brossez pas les dents en même temps? Il fait quoi, lui? Dans la vie ou pour Non, dans la vie. Non, quand il se brosse les dents, il fait quoi? Rien. Il fait rien. Non, il équilibre. Il a les fesses molles. D'accord. Quoi qu'il en soit, sur cet exercice, donc en effet, en étant ici, je vous en prie, en étant ici, donc là en pointe de pied, je vais avoir un travail, une sollicitation importante aussi au niveau de la cheville. Et après, donc l'exercice des fessiers, même si on en rigole, ça fait partie des exercices cachés qu'on peut faire au quotidien. Là, c'est valable justement quand on se brosse les dents, mais par exemple pour toutes les personnes qui voudraient tonifier l'intérieur des jambes ici. Non, je te prends le coussin. Merci. Ici. Donc là, si jamais je suis dans le transport en commun, je peux très bien avoir mon sac, et si je mets une balle de tennis à l'intérieur, ici, pendant que je lis, si jamais je contracte mon sac, personne ne le voit, et mine de rien... Ouais, personne ne te voit. En plus, c'est vachement courant, vous êtes dans un transport en commun avec un sac entre les jambes, là, et vous faites comme ça. Alors le mieux, c'est si vous pouvez vous brosser les dents en même temps. Ça, c'est top. Non mais je parlais
Je parlais de Merci. votre sac à main, je parlais pas d'un sac baleine. Enfin, Voilà, d'accord, oui, oui. Non, en fait, je me demandais juste si on pouvait faire un petit sondage sur le nombre de personnes, comme c'est une conférence sur bouger, qui est venu à pied, à vélo et en voiture. Eh ben voilà, alors qui est venu à pied? Non mais pour venir à pied du centre-ville d'Annecy, même en voiture, on était fatigués, nous, en venant de là-bas, de la gare. Hein. Qui est venu à pied? 2 personnes. Vous êtes venus d'où? 3. Et vous êtes venus d'où? J'ai marché un quart d'heure. Un quart d'heure. Ouais. Bon. Qui est venu en voiture? Et qui est venu à vélo? Ah, il y a une dame au fond. Ah oui, quelqu'un là-bas qui est venu. Ben, les autres, il y en a qui n'ont pas répondu. Vous êtes venus comment? En hélico? En quoi? Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci et continuez à serrer les fesses, c'est parfait. Alors. C'est super. La une. Bonsoir. Par rapport à la reprise, pour ceux qui ne font pas d'activité physique, la reprise de la marche, vous n'avez pas du tout parlé de l'utilisation des bâtons de marche. Oui. C'est le Bien ski sûr. nordique? Bien La sûr. marche nordique? Le ski nordique. Bien Et sûr. des bâtons. Ouais. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de l'aide des bras durant la marche, parce que c'est valable sur la marche, mais c'est valable sur la course à pied. Mais en effet, après, avec la marche nordique, automatiquement, grâce au bâton, je vais avoir un mouvement de traction beaucoup plus important, ce qui va me faire participer notamment la sangle abdominale d'une manière un peu plus importante, les bras et les dorsaux aussi. Voilà, donc ça sera vraiment une discipline très complète. La marche nordique, il y a des. Complète que la marche en bâton. Bien. Juste un petit rappel, c'est d'origine finlandaise dans les années 50. Pour s'entraîner l'été, à cette époque, il n'y avait pas de skating, il n'y avait que de l'alternatif. J'arrive avec le micro. Donc, ils ont inventé cette marche pour reproduire un peu ce mouvement d'alternatif, mais sans neige. Et c'est vrai que ça augmente au niveau cardiaque, c'est très intéressant. Au niveau perte de calories, c'est pratiquement 30 à 40% au-dessus de la marche simple sans bâton. Voilà. Et en plus, Il y a beaucoup de groupes qui se développent actuellement, en tout cas dans la région. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est complété par des exercices aussi, durant lesquels je vais utiliser les bâtons qui vont me permettre aussi de solliciter le haut du corps. Et même sur les stretching, sur tout ce qui est étirement, grâce au bâton, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que sur des étirements classiques durant la marche. Si on veut investir un peu plus, Nordine, c'est la première fois qu'il nous apporte ça. Ah oui. Ça se trouve où ça? Ça se trouve, ça va arriver ça se trouve sur le net. Ça se trouve sur le net. Alors, grosso modo, alors ça vaut, voilà, sans jouer le VRP, c'est vrai que ces élastiques-là, tout de suite, on en a 4 ou 5 pour 5 € ou 8 €. Là, ça vaut un petit peu plus cher. Je crois, on est à 200 €. Mais oui. Alors, c'est pour si vous voulez Voilà. si vous êtes plusieurs. Voilà, si vous êtes plusieurs. Vous pouvez mettre à plusieurs et puis vous Grâce prêtez. à cette ceinture-là, alors, il y a ça aussi normalement que je dois fixer. Je dois fixer au niveau de les chevilles, je ne vais pas le faire. Bref, quoi qu'il en soit, vous en fixez une au niveau des chevilles, je vais vous expliquer après. Et là, avec ce système de poulie, là, vous avez un système de sangle. Et je vais pouvoir avoir une difficulté supplémentaire, que ce soit pour moi, mais l'adapter pour Michel ou pour une personne qui est en train de démarrer, par exemple pour tout ce qui est mouvement. Alors, je ne l'ai pas serré de pompe, ici, là, tout de suite, ça va prendre le rôle de la résistance. Et grâce à ce système de poulie, là, je vais pouvoir régler la résistance des élastiques. C'est valable. C'est valable pour les pompes, mais aussi pour les jambes. Alors justement, il aurait fallu que j'attache ça sur mes jambes. Ici, tac, ça va se bloquer là. Et là, automatiquement, quand je vais fléchir, je vais fléchir là. Après, quand je vais pousser, automatiquement, l'élastique va me permettre d'avoir une résistance beaucoup plus Là, c'est pour les importante. gens qui font déjà du sport. Hein, Alors, du sport, mais on peut très bien courir avec, on peut très bien marcher. On parlait tout à l'heure de marche nordique. On peut aussi, sans bâton, avoir ce système-là qui va me permettre, moi, alors là, ça descend sur mes fesses qui n'est pas serré. Je vous en prie, madame. Donc, sur ce mouvement-là, ici, avoir un travail du haut du corps. Et ce qui est bien, c'est que pour les personnes qui auraient des problèmes au niveau vertébral, pour avoir une sollicitation plus importante, c'est vrai que dans les salles de remise en forme, on peut avoir des personnes qui vont mettre du poids sur une barre ou autre, d'accord, que ce soit 6 kg, 10 kg ou un petit peu plus. Grâce à ça, la charge ne va pas être sur mon dos, elle va partir du bassin. Donc à aucun moment, j'aurai une pression sur la colonne vertébrale. Et ça, c'est un vrai plus. Autre question, la 2. Je voulais savoir si, dans le cas de tendinite au niveau des épaules, s'il y a des exercices recommandés. Alors, ce qui est intéressant, voilà, on va pas reprendre tout le travail au niveau des tendinites des épaules, mais il y en a un très très bon pour une tendinite. Tu cherches un mot? Oui, non, j'ai oublié. Au niveau, tu vas la coiffe des rotateurs.
pioche. Biceps. Pardon? Bingo, merci. Donc voilà, donc au niveau J'étais pas loin. Oui, c'est vrai. Au niveau de... La prochaine fois, vous me demandez parce que je passe pour... Je vous en prie, au micro, au micro, je vous en prie. Le supra-épineux. Voilà. Donc pour relâcher l'épaule, parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment pour toutes les personnes qui ont un métier ou une activité, jardiner, j'en sais rien, couper des feuillages et qui vont se faire une tendinite au niveau de l'épaule, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir relâcher la pression qui est à l'intérieur de l'articulation. Et pour ça, vous allez pouvoir prendre soit un petit haltère, soit un petit sac. Par contre, il ne va pas falloir qu'il soit trop lourd, sinon vous allez contracter énormément le bras. Ce qu'il faut, c'est donner, je vais me mettre ici, vous donnez un petit peu d'élan, et là, vous allez laisser le bras basculer tout seul jusqu'à revenir en position initiale. Là. Et là, ça va pouvoir de relâcher la pression qui est à l'intérieur de l'articulation et de redonner de l'espace, notamment au tendon, à l'un des tendons qui pourrait être compressé et inflammé. Par contre, il faut vraiment effectuer cet exercice-là avec un poids très léger. Et ça, vous pouvez le faire, mais vraiment tous les jours ici, des deux épaules, ça va vous permettre non seulement de relâcher l'épaule, mais après de relâcher toutes les tensions au niveau des trapèzes. Je peux vous en dire quelque chose. La 3. Bonsoir docteur. Vous avez parlé ce soir de l'activité physique et l'importance aussi du sport. Je voulais savoir en fait à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est en train de dépasser le seuil en fait, qu'on est en train de faire trop de sport en fait. Est-ce qu'il y a un moment qu'on sait... De ma part en fait je fais du sport donc voilà 4 fois par semaine et puis de l'activité physique aussi, mais je voulais savoir si voilà, en général, hein, je ne m'inquiète pas pour moi, mais en général est-ce qu'on sait qu'on est en train de dépasser ce seuil-là? Merci. Alors c'est une question intéressante parce qu'après on risque de tomber dans l'addiction si on fait beaucoup de sport. Alors est-ce qu'il y a finalement... C'est pas une question très facile à répondre. C'est difficile de dire si on est proche ou pas de ce qu'on appelle nous un surentraînement. Alors pour un surentraînement, il y a des critères quand même biologiques et physiologiques. Après, le surentraînement, il peut être uniquement cérébral. On vient de parler un peu d'addictologie. Non, je ne sais pas trop quoi répondre. J'ai pas de critères précis. Je crois qu'il faut toujours qu'on reste dans la notion de plaisir. Voilà. C'est quand il y a la fatigue, qu'on n'a plus envie, qu'on se force. Les performances baissent. Ça. Après 4 séances en elles-mêmes, enfin pour des personnes, ça pourrait être hors du commun. Pour d'autres, ça pourrait être la base aussi. À partir du moment où vous variez, je ne sais pas où vous êtes, madame, j'aimerais bien. Je sais pas où vous êtes. Ah, très bien. Est-ce que c'est 4 mêmes types de séances ou c'est différent? Attendez, on va vous redonner le micro, madame. Non, je change. Je ne m'inquiète pas pour moi, en fait. C'était juste une question comme ça, par curiosité. Non, mais... de ma part, je fais du yoga, en fait, donc 3 fois par semaine, par exemple. Et puis ça, c'est pas trop violent, ça. Non. Donc... je t'assure. Non, mais pas violent dans le sens... Non, je dis pas que c'est pas du sport. L'insolent. Par exemple, le matin, et puis après, je fais aussi de la musculation un tout petit peu, et puis de la danse aussi pour renforcement, donc à la fois de la respiration, à la fois de la musculation donc, pour les muscles. Donc je voulais juste savoir, en fait, puisqu'on parle ce soir beaucoup de l'activité physique et puis aussi du sport, est-ce qu'une personne peut être consciente, en fait, de dépasser ce seuil-là, en fait, entre guillemets. Donc, puis à partir du moment où ça devient une obsession aussi, non mais c'est vrai, il y a des gens qui... Moi, j'ai dans mon entourage des gens qui font du sport et qui sont malades s'ils ne l'ont pas fait une fois dans la semaine. Là, on est rentré dans une véritable addiction. Et c'est vrai que quand on passe du plaisir à la nécessité absolue de faire du sport pour qu'on soit bien dans sa peau et de le faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour, là, on est tombé dans un excès. C'est vrai, mais à la fois, en fait, l'obsession, ça peut être aussi un plaisir, mais c'est vrai que c'est toujours difficile, en fait. C'est toujours mieux que de fumer. Ouais. Hein, merci bien pour votre réponse. Mais merci à vous. Madame, vous devez avoir un corps de rêve avec autant de sport. Ouais, peut-être pas toute seule, faut pas que je déconne. Alors, la une. Alors, on en a parlé de bien bouger. On est dans le pays du Mont Blanc. Vous avez parlé d'Adriana Carambeu, excusez-moi. Alors, mais tous les gens qui en parlent ont de l'émotion. Je serais un peu curieux, parce que vous avez fait le Mont Blanc, et j'aurais voulu, ensemble, avec Adriana, et j'aurais voulu savoir
curieusement savoir quel itinéraire vous aviez fait. C'est un petit peu personnel, hein, je m'excuse. Et puis, à peu près des horaires que vous avez tenus. Alors, oui, c'est complètement personnel, et puis ça n'a pas grand-chose à voir avec la thématique du jour. Si, parce qu'on verra un peu les performances, là, quand même. Non, parce qu'il y a eu c'est une performance, je peux vous dire que moi qui n'avais jamais dépassé 2000 mètres, effectivement, sauf qu'il y a eu une polémique à l'époque de cette histoire par le maire de Saint-Gervais qui n'était pas content parce que, alors, c'est des histoires de... Les maires de Saint-Gervais et de Chamonix ne peuvent pas s'encadrer, si j'ai bien compris. Et nous, on est parti de Chamonix, ça n'a pas plu au maire de Saint-Gervais. Et alors, bien évidemment, comme on n'est pas des montagnards, et on l'a dit d'ailleurs dans l'émission, qu'on s'était fait aider en hélico pour arriver... On n'a pas fait Chamonix, le sommet du Mont Blanc, comme ça, en 2 heures. On s'était fait aider. On a fait, comme on est resté plusieurs jours, on a fait des périodes d'acclimatation. On est allé dans le relais pour essayer de respirer un petit peu. J'ai pas dormi de la nuit, je peux vous dire. D'ailleurs, c'était un grand moment, enfin, tout aparté là, un grand moment parce que dans le scénario de cette émission, qui était la première des pouvoirs extraordinaires du corps humain, moi je reçois l'émission par écrit. On me propose de faire ça avec Adriana que je ne connaissais pas du tout. Et dedans, il y avait marqué Michel et Adriana rentrent dans l'igloo dans lequel ils vont passer la nuit. Vous voyez ? Pour la petite histoire, je suis rentré chez moi le soir assez content. J'avais lu ça un peu en diagonale parce que j'avais un peu de boulot. Je trouvais que ce qu'on me proposait était sympa. Adriana, je la connaissais pas. Et je rentre et je file le truc à ma femme, qui feuillette un peu plus en détail que moi et qui voit marqué Michel et Adriana rentrent dans un igloo dans lequel ils vont passer la nuit. Il a fallu que je fasse changer un petit peu le scénario, mais on a quand même dormi dans une tente. On était 20, voyez-vous. On a dormi au relais des, comment ça s'appelle, les Cosmiques, juste sous le relais des Cosmiques. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc, si vous parlez de performance, je vais vous dire, alors, tous les mecs autour, les guides, les machins, ils avaient tous pris un truc pour dormir, sachant qu'à 3007, on dort pas très bien. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il fallait qu'on se lève à 4 h du mat pour aller grimper sur un truc et faire des images. Et après, on a fait donc... alors après, il y a eu une dépose en hélico, machin, on va pas rentrer dans les détails. Mais on est monté jusqu'au sommet du Mont Blanc. Je me suis pris pour un petit vieux de 95 ans atteint d'une maladie de Parkinson et de tout ce que vous pouvez imaginer et d'une bronchite chronique. J'ai jamais autant souffert de ma vie en faisant un effort. Vraiment. Les derniers mètres avant le Mont Blanc, à tel point que vous avez vu l'émission, vous avez vu qu'on s'est mis à pleurer au sommet. Il y avait un mélange de fatigue, d'épuisement, aussi... pour ceux qui ont fait le Mont Blanc, je pense qu'il y en a parmi vous peut-être qui ont atteint le sommet du Mont Blanc. C'est des moments où c'est émotionnellement incroyable à vivre. Et c'est que le Mont Blanc, imaginez quand vous êtes ailleurs. Mais l'effort physique que ça a représenté, je m'en souviens encore. Et le pire, c'est que, là aussi on l'a dit dans l'émission, c'est que je ne supporte pas le vide. Alors le Mont Blanc, le sommet du Mont Blanc, ça va, c'est tout plat, c'est pas problématique. Sauf que l'aiguille du Midi, là, le truc de l'aiguille, là, le truc là, qui est... Plus jamais de ma vie je fais ça, plus jamais. Et on l'a fait, alors je sais qu'il y a eu, malheureusement il y a eu un drame en plus cet été, il y a eu des morts sur cette crête. On l'a fait 4 fois. Parce qu'il fallait qu'on nous filme de l'hélico, qu'on nous filme d'en bas, que machin. Et à chaque fois, on montait et on redescendait. Je vous assure, je pense que je le ferai plus jamais de ma vie. Parce que c'était la partie la plus flippante de toute l'émission. Alors, je ne sais pas, vous êtes nombreux à l'avoir fait, parce qu'il faut le faire pour la Vallée Blanche, on passe par là. Mais c'était terrible. Bon, voilà, c'était ma petite histoire. En fait, j'avais payé monsieur pour qu'il me fasse parler de moi. Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup, monsieur. La 2. Bonsoir. Je souhaiterais savoir comment anéantir les douleurs lombalgiques qui paralysent les membres inférieurs, s'il vous plaît. Les douleurs lombalgiques, alors c'est-à-dire les douleurs dans le bas du dos qui vous font, qui paralysent les membres inférieurs. On sort un petit peu du sujet, mais on peut peut-être le raccrocher. Non? Quoi? Oui, je réitère. Non, mais j'ai compris. Ouais. Ne réitérez pas, j'ai compris. Je veux juste essayer de le raccrocher un peu aux thématiques de ce soir, qui n'est pas le traitement des lombalgies avec des
problème des membres inférieurs, Bon, mais on va essayer de raccrocher. à l'activité physique qu'on peut proposer dans ce genre de cas. Je pense tout d'abord, il faut que vous fassiez un diagnostic sur vos problèmes, si c'est vos problèmes d'ailleurs. C'est vos problèmes. Donc il faut faire un diagnostic, et après, en fonction de votre diagnostic, il y aura des solutions ou il n'y en aura pas. Ce que vous me dites, ça m'évoque ce qu'on appelle en médecine un canal lombaire étroit, possibilité d'avoir une compression de la moelle épinière, enfin, ou de la racine queue de cheval, on appelle ça. Après, il y a des solutions qui sont médicales, il y a des solutions chirurgicales, et des fois, il n'y a pas de solution, hélas. Voilà à quoi ça me Mais là, fait il faut penser. voir monsieur un rhumatologue et puis voir, parce que le canal lombaire étroit, c'est quand le bas de la colonne vertébrale est trop rétréci et que les nerfs qui vont sortir du bas de la colonne sont comprimés. Et c'est ça qui entraîne les douleurs que vous décrivez dans les jambes. Mais là, il faut, effectivement, on sort du domaine de la thématique de cette soirée et il faut aller voir un rhumato, mais je pense que vous avez dû le faire. La 4. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, j'ai repris un sport depuis peu et je voudrais savoir si vous considérez la pétanque comme un sport. Ça peut faire une tendinite du poignet et du bras. À laquelle vous jouez? La normale, la classique? La pétanque. Ah, pétanque classique, pas la lyonnaise, pas la provençale où vous courez un peu. Voilà. D'accord. Ouais. Et alors, vous avez l'impression, vous, que c'est du sport ou pas? Je vous pose la question. Non, c'est moi qui vous la pose. Ah, moi, oui, ça me fatigue. Ça vous fatigue, hein? C'est quoi? C'est le pastis qui vous fatigue ou les boules? Le pastis, se baisser pour ramasser les boules. Ouais. Voilà. Les porter. S'accroupir un peu pour jeter. D'après vous, c'est... Non? Écoutez, moi, quand je joue personnellement à la pétanque, je suis assez épuisé physiquement. C'est nerveusement. Nerveusement, je suis très, très fatigué. Et 3 fois par semaine, c'est beaucoup. Vous tirez plutôt ou vous pointez? Les deux. Les deux. Monsieur est polyvalent, quoi. Voilà, exactement. La pétanque, c'est un... L'essentiel est de bouger, donc c'est bien si ça vous fait plaisir. Allez-y. Tiens, ça n'a rien à voir. Le sexe, on n'a pas vu, c'est une activité physique. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez des boules, ça me... Tirer, c'est ça? Oui, tirer, je ne sais pas. Le sexe, c'est considéré comme une activité physique. On peut considérer que c'est une activité physique reconnue, avec une action sur le cœur et sur les muscles, entre autres. Donc on peut considérer comme une activité physique avec une dépense de calories qui a été sûrement testée. Alors je ne sais pas comment ils ont évalué les niveaux, mais moi j'ai des chiffres. J'ai des chiffres. Si on fait l'amour 3 fois par semaine, c'est pas mal quand même. On divise par 2 le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. C'est une étude qui a été faite sur 2400 hommes aux Pays-Bas. Donc quand même, hein. Bon, 3 fois par semaine, c'est pas mal. Hein. Ah oui, je suis complètement d'accord. Ouais. Ça vous laisse coït, un peu, non? Non, disons que je suis toujours... Elle est facile. Je suis toujours un peu surpris des fois des études sur la Attendez, il y a une dame qui... Oui? Alors, figurez-vous que 3 fois par semaine, elles n'ont pas pu répondre. Épuisées qu'elles étaient. Je ne sais pas pourquoi, c'est 2400 mecs. Voilà. Mais en tout cas, c'est une vraie activité physique, hein, sans rigoler. On dit que c'est l'équivalent de monter 2 étages. Voilà. C'est pas énorme. Minimum, voilà. C'est tout? Dans les recommandations, oui, dans les autorisations. C'est chez les éjaculateurs précoces, c'est pas possible. Franchement, 2 étages, c'est rien, 2 étages. Oui, mais si on peut monter 2 étages, on dit qu'il n'y a pas de contre-indication à cette activité. Ah, c'est pas pareil. Dans les pathologies. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Soyez rassurés. Voilà. Donc avant de faire l'amour, il faut d'abord monter 2 étages. Il faut que la nana, elle habite au 3e déjà, pour qu'on voit si en arrivant, on peut éventuellement... Bon, enfin, en tout cas, vous avez vu, c'est recommandé par la faculté. 3. Bonsoir. Bonsoir. On parle dans le thème de l'émission de bien bouger pour bien vivre. Vous avez remarqué que ce n'était pas une émission? Est-ce qu'on peut bien vivre sans bouger? Faudrait peut-être repartir à 0 du début de l'émission. Oui, on va.
Vous aviez une télécommande, là, vous avez zappé ou... Oui, vous pouvez sûrement bien vivre sans bouger. A priori, d'après tout ce qu'on vient de dire, un peu moins longtemps que les autres, que ceux qui bougent. Oui, mais bien sûr qu'on peut vivre. En plus, ça dépend. C'est vrai qu'il y a tellement de facteurs qui font qu'on a la longévité, l'espérance de vie, tout un tas de choses, que vous ayez ou pas des accidents cardiaques, que tout aille bien ou pas. Il y a la génétique notamment, et savoir si vous avez eu la chance d'avoir les bons gènes et qui font. Moi, je connais plein de gens j'ai des patients qui n'ont jamais bougé de leur vie et qui ont 80 ans et qui sont en pleine forme. Après, il faut se donner plus de chance en bougeant. Et là, vous compterez moins sur la génétique. La dernière question, la une. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, c'est par rapport à la sciatique. Donc, j'aimerais savoir, en fait, si on peut... Faire du sport ou de l'activité? Non, pas du tout. Guérir de la sciatique ou par le sport, ou soulager du moins. Alors, le problème de la sciatique, qui est donc vous avez une hernie discale? Non. Non, je pense pas. Non, c'est une sciatique, je pense. C'est la douleur qui vient du dos, du bas du dos jusqu'à la jambe. D'accord. On continue. Je pense que c'est une sciatique. Oui, c'est une sciatique, mais probablement, mais vous savez pas à quoi elle est due. Elle est due à je pense à des chocs. Vu que je suis cariste, avec des chocs avec le chariot élévateur, donc je pense que c'est dû à ça, parce qu'à la base, je fais du sport et j'ai jamais eu de problème. Et depuis que je fais cariste depuis plus de 15 ans, donc je pense que c'est dû à ça, d'après mon analyse, quoi. Je dis la même chose que tout à l'heure. Je pense qu'il vous fassiez un diagnostic. La sciatique, c'est simplement, on va dire, un symptôme, une irritation du nerf sciatique ou une compression. Il faut en savoir l'origine. Il y a des grandes chances que ce soit effectivement vos années de votre travail. Alors après, une fois que le diagnostic est fait, il y aura ou pas des solutions. En général, pour une sciatique, quand même, il y a un peu plus de solutions que, je pense, un canal lombaire étroit en fonction de l'âge. Et alors, en termes pour tout ce qui est sciatique, si vous voulez faire du sport, il y a un sport qui est en général excellent, qui est le vélo. Parce que le vélo est un sport qui ne vous met pas les vertèbres et les articulations en pression. Parce que finalement, c'est le vélo qui porte le poids. Vous êtes dans une position... Alors, il ne faut surtout pas faire ce qu'on a l'impression qu'il faudrait faire, c'est-à-dire faire relever le guidon pour être le plus haut possible, parce que vous finissez par cambrer et appuyer un peu plus sur la sciatique. Il faut au contraire avoir le dos assez rond et ne pas faire de côte en danseuse, parce que là, à ce moment-là, vous tirez sur le... Mais le vélo, je vais vous dire, j'ai eu des sciatiques, je fais du vélo, et c'est le seul sport où j'ai jamais eu mal. Alors que si vous courez, vous appuyez sur les vertèbres à chaque pas, et là, vous comprimez votre nerf sciatique. Donc, pensez au vélo. D'accord. Et que vous pensez-vous du champ de fleurs? Parce que j'ai fait des recherches sur Internet. Je sais pas si vous connaissez le champ de fleurs. Non. Ça vous dit quelque chose, non? J'ai vu ça sur Internet. C'est une sorte de tapis qui permet, soi-disant, de... Ah, ça c'est Nordine. Tu connais le champ de fleurs? Non, le champ de fleurs. Non, c'est quoi le... C'est un tapis avec des fleurs, une sorte de rose, qui est en matière, je ne sais plus exactement, matière... florale. Matière silicone, ouais, florale, mais matière silicone qui permet de... apparemment, si on s'appuie dessus, on passe des séances d'une demi-heure, parce qu'il paraît ça... Mais quoi, allongé dessus sans bouger? Allongé dessus sans bouger, ouais. J'ai vu ça sur Internet, je ne sais pas si c'est... voilà, c'est une recherche que j'ai faite personnellement. Après, à voir si c'est vrai ou pas, ça... Bon, je ne l'ai pas acheté, hein, c'est assez cher, quand même. C'est 100 €, je crois. Mais bon, voilà, je voulais vous poser la question si vous étiez au courant. Ça fait cher la fleur, mais... Vous avez des douleurs dans les fesses? Non, du tout. Non. Pour les personnes qui... Alors, si jamais si un jour ça arrive, il y a un exercice qui est très très bon pour certaines personnes touchées par une sciatique, c'est celui-ci au niveau de l'étirement. Vous venez placer, donc là c'est bon pour ma taille. Après, ce qu'il faut en fait, c'est grosso modo que vous ayez allé quasiment la cuisse perpendiculaire au sol, d'accord? Donc ni ici, ni trop bas. Donc là, j'y suis. À partir de cette position, le buste reste droit. Et là, tout doucement, en partant de la hanche, je vais incliner le buste vers l'avant. Et là, je vais tirer au niveau du fessier. Et pour toute personne justement qui aurait une sciatique au niveau du fessier, justement par une pression trop importante au niveau des muscles fessiers, là, vous allez pouvoir détendre, relâcher le muscle afin de justement libérer un peu la pression sur le nerf. Celui-ci est très très bon. Voilà, on va s'arrêter là ce soir. Ça fait quand même c'est 2 heures que vous êtes là à nous écouter. Je voudrais d'abord remercier nos partenaires qui nous accompagnent depuis le début. Alain Flelou,
France Bleu Haute-Savoie, Dauphiné Libéré, Télé Loisirs. Vous remerciez surtout vous d'être venu ce soir et de vous être prêté au jeu. Vous avez été un public génial. J'aime bien quand vous riez quand je fais des conneries. Voilà. Et merci. J'espère surtout que ça va vous donner envie de vous bouger et de faire bouger ceux que vous connaissez. Merci beaucoup. Bonne soirée.